Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Qui de mieux que Romain Donneux, ancien athlète de très bon niveau et journaliste à l'équipe, pour me révéler les coulisses de l'athlétisme français. Dans cet épisode passionnant, Romain me parle de sa relation avec les athlètes, de sa vision du sport et de son rôle spécifique dans l'investigation des cas de dopage. Romain ne peut pas tout écrire, mais il peut presque tout dire. Podcast à écouter sans modération et popcorn à la main. Romain Donneux, journaliste athlète à l'équipe, bonne écoute. Salut Romain. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai eu la chance d'interviewer la championne de France du 800 mardi dernier, Charlotte Dumas. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer, j'ai vu que tu étais champion de France des journalistes du 10 km, si je ne me trompe pas. Oula. Ouais. Oui, il y a un championnat de France des journalistes. C'est une sorte de truc de cross. En fait, ils font ça au West France. Je ne sais pas si ça existe encore, mais il me semble. Et effectivement, j'avais fait ça il y a quelques années. Mais j'ai presque été champion de France tout court, moi. Mais FFA en 3000 steeple en espoir. Je fais deuxième. Vas-y, tu peux me parler de ta carrière d'athlète ? Oula, carrière. T'as quel âge toi ? Moi, j'ai malheureusement bien trop vieux. Je suis né en 87. Je vais avoir 39 ans. Génération Ben Arfa, Benzema, tout à fait, Messi. Johan Koval, si on met un peu sur l'athlé. Et moi j'ai toujours fait déjà. J'ai commencé l'athlé en première, donc vers 17 ans, un peu tard. Après les mondiaux d'athlé en 2003. Mehdi Bala, 1500 mètres, Stade de France à la télé, j'ai halluciné. Et j'ai gagné déjà les crosses des collèges et tout chez moi, donc je me disais, je suis pas mal à pied, mais je faisais du foot. Et j'en avais eu marre du foot, on était en meilleure division régionale à Compiègne, je viens de Compiègne dans l'Oise. Et une année, on a failli monter en U16 nationaux, le truc un peu phare de foot. Ouais. Et bref, ça s'est pas fait. Et je me suis dit, tiens, c'est chiant, j'en ai marre, ça dépend un peu des autres tout le temps, tu vois, c'est pas toi, j'ai envie de faire un truc que pour moi. Et donc moi qui avais peur de faire les crosses du collège parce que la pression, tout ça, je supportais pas bien, je me suis dit quand même je vais aller à la course à pied. Bref, j'ai commencé comme ça, je te la fais un peu longue, et un bon niveau régional, et ça c'est en gros l'apogée, c'est deuxième au France en espoir en 2009, sur 3000 steeple. C'était qui le premier ? Le premier c'est Benjamin André. Okay. Qui a été longtemps sparring de Mekessi à Reims, un bon coureur, tu vois, qui a fait des sélections en espoir et qui était un bon coureur senior. Et le troisième, c'était Valentin André, qui est encore en duathlon, là, qui fait des sélections en duathlon. Ah oui, ok. Voilà. Donc j'avais les deux André avec moi et moi j'étais au milieu, on a fait une belle course. Donc c'est un peu le truc, max de ma carrière, entre guillemets, si on peut appeler ça une carrière. Et derrière, j'ai un peu essayé d'embrayer, de m'entraîner plus et tout. Beaucoup blessé, bon, le fameux je suis blessé, j'y arrive pas, mais je pense que j'aurais pu faire un peu mieux des chronos, mais ça a toujours été, depuis ce temps-là, ça a toujours été la course, ça a été un peu, chez moi c'est une religion, c'est un truc, j'ai toujours besoin de courir, et tu vois, même si je fais plus de compète, Et tes refs en chrono, c'est quoi ? Moi je faisais surtout du 1500, j'ai fait 3000 mais du 1500, j'ai fait 3,49 à l'époque, donc qui était pas mal, en plus à une époque sans les chaussures, parce que là, maintenant, dans une nouvelle période, mais 3,49, et au steeple j'ai fait 9,05. Ok. Voilà, donc c'était un bon niveau, tu vois, chez les jeunes, j'avais 20 ans, tu vois, donc c'était entre 20 et 22 ans, c'était des bons chronos, 26e des France de cross-court, tu vois, des trucs un peu bon niveau, un petit niveau national, quoi. Mais j'ai pas fait beaucoup mieux. Et j'ai fait du 10 bornes, j'en faisais, parce que c'est maintenant, je sais que j'ai un peu le truc que tout le monde demande, mais j'ai fait 31-17, mais c'était un truc qu'on faisait une fois par an, tu vois, en mode on finit l'hiver, on fait un 10 bornes, j'ai jamais préparé vraiment. Et c'était une période où, les chaussures, pour le coup, j'ai l'impression que je parle d'un temps qui a révolu et qui est un truc de vieux, quoi. Et aujourd'hui, tu cours encore ? Ouais, là, je suis blessé malheureusement, depuis 8 mois, j'ai une fissure au ménisque, donc je ne cours pas, je fais du vélo. Ouais. Tristement. Mais sinon j'essaye, si je peux courir, je cours 3-4 fois par semaine, je m'amuse à m'envoyer encore des séances, tu vois, pour le plaisir, j'aime bien aller sur la piste, mais je fais plus de compète. Enfin, j'ai pas encore fait le deuil de... si je refais un 10 bornes, quel temps je vais faire, ça va être catastrophique, ça fait un peu mal au cul, donc j'ai pas passé ce truc-là. Je pense que j'aimerais bien, si je peux recourir, j'aimerais bien refaire des compètes. Surtout, j'étais attiré par le côté aller faire les France de cross master, là c'était un peu l'objectif de l'année prochaine. Oui. Mais pour l'instant, je cours pas, donc mais franchement, ça serait vraiment un gros kiff de retourner sur des France de cross.
Et tu dis que tu vas t'amuser sur la piste, t'arrives à t'amuser sur la piste? Bah ouais, j'avoue, je me fais 12 fois 400, tu vois, en 1,8, je suis content, quoi. Tu vois, je suis comme un gamin, récup une, à la fin j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux poumons, je suis content, quoi, tu vois, je suis heureux. Tu m'as passé là le magazine L'Équipe que j'ai lu en numérique, mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait un papier tu parlais des chaussures, sur les chaussures que j'ai pas lu. Ouais, c'est l'évolution des chaussures, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le collègue Nicolas Herbelot. Ce qui raconte en fait l'évolution de, en gros, 2016, l'apparition un peu officielle, même si on sait que ça a toujours un peu existé, des protos avec du carbone et tout ça, mais en gros, on date un peu à 2016. À aujourd'hui, bah ouais, je sais pas, tu suis l'athlète, c'est une révolution, quoi. Toi, tu as pas travaillé dessus, toi, sur un article? Si, moi en fait à l'époque, pour revenir un peu à... On sort les premiers papiers vraiment en 2019 sur vraiment cette vague ce qu'on appelle les chaussures carbone, ce qui est un peu faux parce que le carbone existait avant, mais en gros des mousses et des carbones, où en 2019 on commence à dire attendez, les perfs là elles sont entre guillemets bizarres, il y a une aide en plus pour les athlètes. Au début on se foutait de notre gueule, on disait oui, vous racontez n'importe quoi. Dans l'article il y a un graphique par contre, je l'ai vu là, qui est assez net avec les c'est assez clair, les gens, il y a une période les gens disaient c'est placebo, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. J'ai pas les chiffres en tête, mais quand à l'époque, en 2012, X personnes faisaient moins de 30 au 10 bornes et qu'aujourd'hui, en une seule course, à Lille, par exemple, ce week-end dernier, il y en a 160 qui le font, il y a bien un truc qui s'est passé. Il n'y a pas que les chaussures, mais forcément, il y a une aide quelque part. Donc oui, il y a une évolution de fou sur les chaussures, et c'est vrai qu'en 2019, on avait vraiment commencé à écrire sur ça, parce que moi, ça avait marqué, j'étais à la corrida de Houille, donc en décembre 2019. Là, les chaussures commençaient à arriver sur le marché, les chaussures, vraiment, tout le monde pouvait commencer à les mettre. Au départ que des chaussures roses, parce que la Next de Nike était rose, voilà, on voyait que ça. Et moi ce qui m'a marqué, c'est une image la plus marquante et ce qui montrait à quel point il y avait une révolution, c'est Liv Westphal qui passe la ligne, qui voit son chrono et vraiment qui fait une tête genre mais c'est pas possible, j'ai pas pu faire ce chrono là. Un truc qu'on ne voit jamais, un athlète qui se prépare pour une compète, il a la barre, il sait quel chrono max il peut faire entre guillemets. Quelle fourchette il vise. Et là, elle avait fait un chrono qui dépassait complètement ses attentes. C'est ce qui est resté le record de France longtemps, là, tout à fait. 31-15. Ouais, tout à fait. C'est le record de France qui a tenu jusqu'à peu. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est marrant quand même, elle est abasourdie, elle comprend pas ce qui se passe, il y a une explication. Et effectivement, il y avait les chaussures on n'arrivait pas encore à ce moment-là à mesurer le fait que dès qu'on les mettait, c'était. Il y a pas longtemps, j'ai interviewé avec Clémence Calvin qui m'a dit pareil, la première fois qu'elle a mis les Next, elle a dit quand elle a regardé les premiers kills sur la montre, elle y croyait pas trop. Ah bah c'est une folie. En fait, là, à la base, on disait juste quand on les met le jour J, t'as un gain qui est différent selon la foulée que t'as, selon le niveau que t'as et tout. Mais en plus, maintenant, on se rend compte surtout que t'as un gain général sur ton entraînement en fait, parce que tu t'entraînes mieux, tu peux faire plus de grosses séances, donc finalement, mis ça bout à bout, t'as un gain. T'as un gain indirect aussi. T'as un gain indirect qui est assez fou. Tous les anciens te disent, j'en fais partie, mais avant tu faisais une spé, tu mettais les chaussures le plus légères possible. C'était l'inverse, on disait faut mettre les trucs les plus, on disait on mettait les légères. Tu te fracassais, le lendemain t'avais du mal à faire un footing. Là, maintenant, avec les nouveaux matériaux, ils arrivent à s'entraîner dur. Le lendemain, ils peuvent repartir. Et en fait, t'enchaînes, t'as plus de séances de quali. Donc, finalement, à la fin, tu progresses, ce qui est assez logique. Et l'exemple, il est flagrant sur marathon aussi. Les anciens te disent, après un marathon, pendant 15 jours, tu descends les escaliers à l'envers, machin. Et là, c'est vrai que souvent, quand tu parles avec les pros d'aujourd'hui, ils te disent, ouais, je peux enchaîner assez facilement. Tu vois qu'ils enchaînent plus de marathons. Pas forcément qu'ils en font plus dans l'année, mais après un marathon, ils reprennent assez vite sur d'autres disciplines. Des fois, Félix Beau, il fait champion de France de cross, peut-être 15 jours après ou un marathon. Ils sont capables de repartir à l'entraînement et ils te disent ouais, mais moi je me sens bien, tu vois, physiquement j'ai assez récupéré, ce que tu ne pouvais pas faire avant, ça c'est sûr. Ouais. Donc tu peux, au niveau professionnel, tu peux expliquer un peu ton parcours de journaliste ? Ouais. Alors moi je te disais, je faisais de l'athlé, donc j'étais quand même très focus sport. Tu vois, mon but c'était un peu de pouvoir continuer un peu le sport et avec les études. Donc en fait au début moi j'ai fait STAPS, donc faculté de sport. En gros, c'est le chemin classique pour faire prof de sport. Ouais. C'est ce que je voulais faire à la base. Donc, moi, je viens de Compiègne dans l'Oise et je suis allé faire mon STAPS à Lille. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, prof de sport, ça me plaira pas. J'ai fait management du sport, en gros, un master en management du sport, ce qui veut tout et rien dire. En gros, tu peux te retrouver à faire... c'est plus les gens qui travaillent dans les organisations, en gros, un peu autour, tu vois... Mais pas forcément agent ou... Ah non, c'est pas du tout agent. Management du sport, dans les études comme ça, c'est plus soit travailler dans les collectivités territoriales pour gérer les trucs sportifs, soit dans les boîtes comme ASO qui organise par exemple le marathon de Paris, pour être dans ceux qui réfléchissent à comment on va organiser, tu vois, un truc un peu, c'était plus ça. Idéalement, mais bon, c'est plus une filière où tu peux te planter tout court. Ouais. Bref, et en fait, moi, le seul truc, c'est que mon père était journaliste. En fait, si tu veux. Donc j'ai toujours baigné dedans. J'ai toujours eu des journaux à la maison et j'ai toujours vu un peu comment ça fonctionnait. J'allais dans la rédac, ça me faisait kiffer. Tu vois, donc... C'était quel journal ton père ? Courrier Picard. Donc il était responsable du Courrier Picard là où on habitait. Et donc j'ai toujours baigné là-dedans et j'ai toujours kiffé un peu ce truc-là. Mais en fait, je me t'ai jamais dit je vais faire ça. C'est juste que j'aimais bien ça. Et en fait, en master, en deuxième année de master, tu dois faire un stage. Et en fait, je savais pas quoi faire.
Et grâce à mon père, pour le coup, c'est le seul truc qui m'a aidé, c'est j'ai pu faire un stage dans un petit journal chez moi qui s'appelle Oiseldo. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais je les invite à aller lire ce journal qui est en fait une sorte de très connu en France. C'est un hebdomadaire qui parle que de faits divers. Si vous voulez, en fait, dès que vous ouvrez le journal, une semaine sur 2, c'est le boulanger s'est pendu, machin est mort sur la route. C'est des trucs assez gore, mais c'est connu pour ça, de faits divers. Et en fait, dans ce journal-là, il n'y avait plus le sport. Et le mec connaissait mon père, il s'est dit, mon père dit, mon fils faire un stage, pardon. Et il a dit, il a qu'à venir chez nous, on verra bien, on fera faire du sport. Mais tu vois, vraiment un truc un peu lambda, quoi, qui ressemble à rien. J'y vais, on commence à refaire des pages de sport. Et dans l'Oise, il y a le Beauvais au foot qui était en national. Tu vois, il y avait des sports qui étaient pas trop mal. En volley, ils sont en première division. Et j'ai commencé à faire ça, un papier de papier. On a recréé le cahier sport. 6 mois de stage et après j'étais embauché direct. Et pendant 3 ans, j'ai fait ça, tu vois, là-bas. Après, tu suivais les matchs locaux? Ouais, les matchs de Beauvais en national, les comptes rendus. T'allais au stade, au volley pareil, au rugby. Comme moi, je suis très athlé. Dès qu'il y avait des trucs athlés, voilà. Beauvais était une grosse place forte de triathlon pendant un moment, donc j'ai suivi les triathlètes connus, tu vois, qui étaient un peu à haut niveau. Et ensuite, je suis allé au Courrier Picard, ce qui est un peu l'étape au-dessus, si tu veux, dans le journalisme. Tu passes de la presse hebdomadaire à la presse quotidienne, qui est plus costaud. Tu vois, le Courrier Picard, c'est quand même connu dans notre région. Après, je suis parti 1 an à l'étranger avec ma compagne pour faire un voyage. Bref, rien à voir. Et quand je suis revenu, il y avait cet objectif de faire un site. Donc moi, j'ai créé un site spécialisé, Track and Life. J'ai peut-être quelques auditeurs. Ouais, on en a parlé. Ouais, on en parle encore, ce qui est assez la petite fierté. C'est des fois on me dit le gars de Track and Life et tout. Donc vraiment le but c'était de faire du vrai journalisme sur l'athlé. Ça existait déjà à l'époque. Moi, parce que je suis bercé par VO2 Mag de l'époque. Ouais. Je parle bien, je signifie de l'époque avec Odile Baudrier et son compagnon Gilles Bertrand, où c'était vraiment, tu pouvais lire des reportages sur des gars qui étaient entre guillemets juste champions de France cadet, tu vois, qui étaient vraiment le kiff, tu pouvais lire des trucs sur des gens pas très connus, mais toi quand tu es dans le milieu tu les connaissais et tu étais content de lire des trucs sur ça. Moi c'était ça un peu mon inspiration, c'était un mélange de ça et de flow track. En gros, aller vraiment à l'entraînement, filmer les gars ou les filles et rapporter vraiment le vrai athlète, faire du vrai journalisme sur l'athlétisme. Ça marchait bien, je pense que l'audience était bien, et Cali, les gens m'en parlent encore, donc je pense que ça a touché. Le problème, c'était quelle année ça, tu parles d'internet? Je l'ai un peu vite, je l'ai créé c'est sorti en janvier 2016. Ah ouais, ok, ça reste récent. Ouais, et c'est terminé en fait 3 saisons, de la saison 2016, 2017, 2018. Ça, c'était quand même la génération réseaux sociaux et tout. C'est le début. Ouais, c'est vraiment le début. Et pas des réseaux sociaux, mais en gros des sites sur le sport comme ça, parce que maintenant il y en a partout, mais en fait t'as l'impression que ça a toujours existé, mais c'était pas le cas. Et donc c'est ça, et gros kiff, ça me permet de faire un gros réseau en athlète en fait, parce que moi je connaissais par rapport à mon niveau, j'avais croisé quelques athlètes de haut niveau, tu vois, mais pas dingue, et beaucoup dans ma région. Puis là j'allais sur toutes les compètes, c'était une folie. En fait je faisais vraiment ce qu'on peut faire à l'équipe, mais avec mes moyens, quoi. J'allais sur toutes les compètes, des fois je dormais dans ma voiture, c'était vraiment one the game. Tu demandais des accrédits à droite à gauche. J'avais la carte de presse, tu vois, comme j'étais journaliste, grâce à mon statut d'avant, j'avais la carte de presse. Mais attends, mais une carte de presse, tu peux quand même rentrer partout quand même. Carte de presse, non, mais tu peux demander. C'est plus facile pour. C'est plus crédible quand tu demandes des accréditations. S'ils te connaissent pas, tu dis, mais attends, voici ma carte de presse. Ils disent, c'est un vrai journaliste, même si en soi tu peux être journaliste sans carte de presse. Mais voilà, j'avais un peu mon pass. Et de fil en aiguille, tu vois, j'ai un peu eu la confiance de certains athlètes, tu vois. J'ai toujours cet exemple marquant où Florian Carvalho, qui à l'époque était vraiment un mec, un crack dans le milieu, le gars il savait pas qui j'étais, je lui ai dit je peux venir voir à l'entraînement, j'étais chez lui, tu vois, il m'avait accueilli, et donc tu vois, ça, de fil en aiguille, tu arrives un peu à prendre de l'ampleur dans le milieu, ça m'a permis de connaître plein de gens, et en fait, ce qui était compliqué c'était de gagner de l'argent, quoi. Parce que quand tu fais du vrai journaliste, tu as beaucoup de coûts, parce que tu vas partout, et je payais des pigistes, je faisais mes propres photos, mais des fois je payais les pigistes aussi pour les photos, j'essayais de faire vraiment ça bien, parce que je m'étais cru dans un vrai média, alors que c'était mon argent, quoi, tu vois. Donc on arrivait à faire rentrer de l'argent, mais c'était, en fait on devait développer d'autres services, et moi c'était pas mon métier, ça me faisait chier, fallait essayer de faire de la com, en gros, que les meetings payent pour qu'on parle plus d'eux, imaginons les mettre en avant, comme on pourrait faire tu vois, des activations, des trucs un peu bancals, tu vois. Je faisais des affiches pour les meetings avec un pote graphiste. En gros, toute leur charte graphique d'un meeting, on faisait tout et on faisait payer. Et bon, beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Donc à la fin, j'ai été un peu écœuré, j'en ai eu marre. Je me dis, on arrête, il y a trop d'énergie. À la fin, je gagnais au mieux que j'ai pu gagner dans ma poche 500 balles par mois, tu vois. Ça vaut pas le coup de se ruiner tout le temps pour ça. Et donc j'ai arrêté. Petite période où je suis allé travailler chez Le Pape. Je sais pas si tu connais le magasin, ils ont un site internet. J'étais là salarié, donc c'était cool parce qu'en mode putain, un vrai salaire qui tombe tous les mois sans trop tu vois, devoir te tuer à la tâche, c'était très bien. Et en fait de là, via mon expérience à Track and Life, l'équipe m'avait repéré. Des journalistes de l'équipe me connaissaient, on se côtoyait. Il y a eu une opportunité d'avoir un CDD, ça s'est fait et puis je suis plus jamais reparti en fait. Voilà. Ok. Et ça c'était en 2019. 2019. Et c'était qui? Il y avait qui? Il y a tout un petit staff athlé ou il y a qu'un journaliste? À l'équipe, tu veux dire? Il y en a de moins en moins, mais à la base, l'équipe. Il y en a de moins en moins? Sur l'athlé, en fait, l'équipe, c'est
Si tu reprends même on en rigole des fois avec des collègues qui sont encore là, mais sur des championnats du monde, Paris en 2003, c'est un mauvais exemple parce que c'est à Paris, mais ils sont genre 12. Juste pour l'athlète, pour l'équipe, pour ce championnat. Mais ils allaient faire des déplacements, à 10 sur des grands championnats. Maintenant, on est là pour les Europes. Cet été, on sera 3, si tu veux. Tu vois, il y a eu il y a une perte de niveau un peu en termes de ça. Mais oui, on est à l'athlète. Il y a encore la chance à l'équipe d'avoir des gens qui se font de l'athlète, c'est leur matière, quoi. On est 3, si tu veux, pur athlète, en journaliste. Mais après, on fait aussi d'autres sports l'hiver, si tu veux. En fait, c'est saisonnier. Tu veux, l'été, tu fais, même s'il y a de l'athlète l'hiver, on est d'accord, mais en gros, on se partage les sports. Et après, il y a un autre spécialiste qui est l'équipe MAG. Tu sais, c'est la même entité, mais on est des rédactions différentes, qui est aussi un ancien qui était à ma place avant et qui est maintenant au MAG. Mais en gros, on va dire qu'on est 3-4 spécialistes athlètes à l'équipe, quoi. Ok, mais quand tu dis athlète, t'inclus aussi le running dedans? Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si l'équipe aurait envoyé des journalistes pour le marathon de Paris comme tout Si, le marathon de Paris, pour le coup, c'était vraiment... Ouais, c'était très... en fait, tout ce qui est olympique, si tu veux. Ouais. Tout ce qui est olympique, ça a toujours été très quadrillé, très fortement. Si, le marathon, ça a toujours été très très suivi. Après, c'est plus le trail, là, c'est le nouveau truc. Là, c'est pas moi, c'est un autre collègue pour le coup qui est sur le trail avec des sports un peu plus comme ça. Mais sinon, le côté un peu running, c'est un peu nouveau ça. Le côté un peu, grand public et tout. Mais si, sur marathon, il y a toujours eu, même plus que ça. Par marathon de Paris, à l'époque, c'était beaucoup plus suivi chez nous. Là, c'est même, on fait un suivi, mais tu vois, pas énorme. Et c'est bizarre, alors qu'il y a de plus en plus de pratiquants et moins de journalistes. Mais on en parle autrement, tu vois, Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais ça laisse la place en fait à des gens comme moi qui sont pas journalistes qui traitent le truc. C'est un peu de votre faute, non? Ouais, on peut. En tout cas, c'est sûr que l'athlète s'est développé, le running, parce qu'on dit l'athlète, mais sur la piste, il y a pas trop de développement, tu vois, c'est toujours les mêmes et c'est pas ce qui attire le public. Et effectivement, il y a un gros point running. Et après, là, à l'équipe, il y a une nouvelle rubrique qui a été créée qui s'appelle Respire. Ça a peut-être dû voir passer. Où ça traite aussi ce côté running, mais un peu, tu vois, le côté un peu plus léger, quoi. Un peu plus moins pro. Mais moi, sur mon métier, je suis vraiment sur le côté pro, tu vois. C'est un peu le côté athlétisme pro, olympique, tu vois, vrai perf, voilà. Ouais. Ok. Et comment tu vois, toi, ce boom du running? Tu vis comment? C'est assez dingue. Après, moi, j'ai deux visions, parce que je suis à la fois journaliste, donc je vois ce côté journaliste avec beaucoup, comme tu disais, beaucoup d'autres médias et tout, donc c'est vrai que c'est assez spécial. Mais en même temps, c'est ouf. Moi, j'hallucine. Parce que je dis souvent l'exemple, quand j'étais plus jeune, je passais devant le lycée de mon quartier, tu vois, et j'étais en cuissard long et les gens, ils me foutaient de ma gueule, tu vois, parce que je courais. Alors que maintenant, c'est la mode, quoi. Donc tu dis, c'est assez hallucinant, tu vois, ça. Et je trouve ça dingue, c'est devenu la mode. Moi, des fois trop, moi je suis un peu un puriste, tu vois, je suis le côté un peu le vieux aigri, où je vois, moi, les trucs Instagram où les gens, super, j'ai fait telle perf, alors que la perf vaut rien, machin, je suis un peu, tu vois, je suis pas le bon client. Je peux comprendre, en fait, et les gens ont raison comme ça, la finalité, c'est que les gens ils courent. Donc ça, c'est super, tu vois, les gens ils courent, ils comprennent ce que c'est de courir, ils ont envie d'aller courir, ça, moi je trouve ça super, parce que je l'ai vécu pendant très longtemps et les gens ne me comprenaient pas, donc je me dis, c'est qu'ils découvrent ça, c'est super. Mais je peux être un peu, je suis pas le meilleur client pour tous les gens pour toute cette hype autour de l'athlète, du running. Il y a un côté un peu caricatural des fois. Ouais. Genre, je vois les gens courir, saper comme, tu vois, avec des fringues de dingue. On rigole avec ma compagne, on habite vers Vincennes, sur le bois de Vincennes. Quand on va se balader, les gens, tu vois, je pense que ça se voit, ils partent pour 40 minutes de footing, ils ont tout le truc, ils ont limite le bracelet pour la glycémie, ils ont la montre, bon, passons. Mais ils ont le petit sac de trail pour se ravitailler, ils ont la petite gourde dans la main, te dire, mais qu'est-ce que vous faites? On connaît bien l'athlète, on s'est entraîné pendant des années, jusqu'à 1h30 de course, t'es presque pas censé boire, tu vois, c'est pas grave, tu vois, c'est pas... Et tu te dis, le marketing a pris une place, tu vois, un peu folle, c'est fou. Et tu vois les gens, moi ça me fait rigoler, mais en même temps, je me dis, c'est vrai que c'est fou, tu vas te balader au lac Daumesnil un samedi, tu vois le monde qui court, c'est génial en soi, c'est très bien, c'est juste que voilà, moi c'est pas trop ma cam, c'était plus un truc un peu censé rester un peu, tu vois... Tu faisais de la course à pied aussi parce que c'était différent, tu avais besoin de te dépasser. Et là, je trouve qu'il y a on oublie un peu ce truc-là. Tu le fais pour toi à la base. Tu vois, t'es pas censé le faire parce que tu vas le mettre après 1 heure plus tard sur Instagram. Genre, moi, je trouve ça, c'est pas ma vision. Tu le fais parce que ça te fait du bien. Tu le fais pas pour le montrer. Après, les deux peuvent aller ensemble, tu vois. Et même l'événementiel. Moi, des fois, quand je vois des 10 km à Paris, je vois il y a 10 km Paris 14, 10 km Paris 9, mais en fait chaque arrondissement a 110 km. Ah mais c'est devenu une... De toute façon tu vois, moi je suis plus dans ce truc là parce que je m'inscris plus aux courses, mais je sais que, j'arrête pas de dire à mon époque, j'ai l'impression d'avoir 90 ans, mais tu t'arrivais sur une course, tu t'inscrivais le matin même, tu vois, il n'y avait pas de problème. Maintenant les gros 10 km comme ça, il y a une liste d'attente, tu dois t'y prendre X mois à l'avance pour être sûr de pouvoir courir, il y a un engouement, toutes les start lists sont pleines. C'est dingo, vraiment c'est un business qui est devenu, moi c'est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, ça paraît complètement fou. Ouais. Après moi j'aime pas ce côté caricatural, mais moi qui viens du vélo, tu vois, et des sports à image,
Je trouve que j'aurais pas aimé l'athlé non plus il y a 15 ans. Je trouve que c'était trop poussiéreux. Et faut un juste milieu. Mais j'aime bien ce côté avec de l'image, quand même, du marketing stylé. Je trouve que c'est beau quand même. Et la technologie qui prend le pouvoir. Tu vois, t'as l'aéro qui arrive maintenant dans le. On l'avait avec Kiprun et Gressier. Je trouve que c'est bien quand même. Ah bien sûr, mais de toute façon tu vois que c'est bien parce qu'en plus il y a les perfs qui augmentent grâce à tout ça. Ça a tiré tout vers le haut et oui non c'est sûr que c'était vraiment une image de ça faisait vieux sport, ça donnait pas du tout envie. Après je sais pas si ça donne encore envie à des jeunes d'y aller parce que malheureusement la course à pied est un peu délaissée dans le sport à l'école, tu vois, le cross et tout ça. À l'époque moi t'allais aux France de cross, c'est un exemple, t'allais aux France de cross, si t'étais dans les premiers de ta région, t'allais aux France de cross scolaire, je veux dire UNSS. Maintenant si tu veux aller aux France de cross UNSS, il faut être par équipe. En gros, c'est plus, on récompense plus les bons, en fait, on récompense le fait d'avoir un collectif, ce qui n'a aucun sens. Bref. Donc je pense qu'on n'attire plus trop les jeunes dans ce milieu-là du sport et de la compétition. Et c'est vrai que d'aller faire du cross, c'est un peu plus compliqué qu'aller jouer au foot, c'est normal. Mais bon, ce côté justement marketing et image des réseaux peut-être peut donner quand même envie à des jeunes qui voient ça passer en se disant ah ouais quand même ça a l'air cool, un Gressier, un Shrub, ça a l'air quand même sympa, ils ont l'air de kiffer et tout, peut-être que ça donne envie. Donc ça c'est cool que ça se développe sur ce côté-là. Ça attire peut-être d'autres gens qui seraient jamais venus à la course à pied. Mais effectivement, t'en vois de tous les côtés. Tu ouvres Instagram, t'as le malheur de suivre un peu des comptes running, tu vois que ça. Et là, le marathon de Paris, en ce moment, là, c'est fou, quoi. Et le trail, t'as un avis? Moi, je suis pas du... J'ai changé un peu d'avis. C'est que le premier regard, c'était un peu... Parce qu'à l'époque, c'était un peu ça. En gros, t'es moins bon en course à pied, tu vas au trail. C'était un peu le résumé, mais c'était un peu ça. Là, ça a vachement changé. En plus, je commence à côtoyer des trailers et tout. Là, on a fait une interview dans l'équipe Mag, donc qui fait la promo, mais qui est spécial marathon, là, qui sort ce samedi, de Baptiste Chassagne, pardon. Et toi, les gars, tu comprends comment ils s'entraînent, ce qu'ils font. Tu te dis, ouais, mais en fait, c'est un sport de ouf. Pour moi, à la base, c'était juste, je vais me balader en forêt, tu vois. C'était pas un sport, à part un ou deux extraterrestres et Kylian Jornet qui était déjà. Mais t'as l'impression que la densité était pas vraiment là. Allez, c'est toujours pas le cas en termes de. C'est pas la densité d'un 10 km à Lille qu'on a vu là, tu vois, en termes de perf. Mais tu sens que ça se développe de fou. Et moi, j'adore le côté en nature, c'est génial, tu vois. Après, on a les mêmes dérives. Quand tu vois l'UTMB, ah oui, bien sûr. Tu te dis, les courses, elle a l'air incroyable. J'ai déjà allé dans ce coin-là pour en vacances et tout. Tu te dis, c'est super. Quand je vois les images de l'UTMB, je t'avoue, des mecs qui courent et des gens, il y a plus de gens qui courent après pour les filmer que des mecs qui courent. Ouais, ça me dérange un peu, mais après c'est juste une vision de moi, parce que je suis pas trop dans ce délire-là. Mais après c'est toujours pareil, la finalité c'est quoi? C'est qu'on voit des gens bouger, courir, et ça donne sûrement envie à d'autres de le faire. Donc c'est plutôt positif. Moi, ce que je peux reprocher un peu aux puristes de l'athlé, moi je préfère l'athlé au trail et tout, mais c'est que des fois ils ont un peu de retard en com justement à suivre les codes. Je trouve qu'ils pourraient s'inspirer un peu d'autres sportifs. Ouais, bien sûr. Les puristes demi-fondeurs et français, je parle pas d'un Gressier, mais je trouve qu'il faut qu'ils évoluent un peu plus, je trouve. Ouais, bien sûr. Moi, je suis typiquement dans cette... je me sens concerné, tu vois. Le côté puriste, effectivement, on a toujours envie de dire « c'était mieux avant, machin, c'était plus, tu vois, plus discret et tout ». Mais effectivement, parce que si tu veux exister dans le sport, c'est le problème de l'athlé en général. De toute façon, on le voit, World Athletics, c'est la fédé internationale, ne sait pas comment vendre son sport. Tu vois, on perd des parts de marché partout, au niveau des télés et tout. Parce que en plus, le running, c'est assez simple. En gros, le premier est arrivé, mais la piste, c'est encore plus compliqué. Il y a plein d'épreuves et tout. Et tu vois, l'athlète a du mal à survivre dans l'écosystème du sport actuellement. Et effectivement, il faudrait réussir à booster tout ça. Mais c'est pour ça que tu vois, d'ailleurs, ils sont en train de créer un championnat du monde que de marathon. Ils ont créé les mondiaux sur route. Ils ont bien compris que peut-être que la survie viendrait par la route. Après, ça crée un autre problème, c'est si tu sépares vraiment route et tartan, à la fin, est-ce que le tartan va continuer à survivre alors que c'est quand même là, normalement, l'essence même, tu vois, de l'athlète. Je sais pas, c'est compliqué, mais effectivement, c'est un sport qui a besoin de se renouveler et de suivre un peu les codes actuels, sinon, de toute façon, tu meurs. Quoi. Ouais. Là, on est dans l'hôtel des élites à Boulogne. Tu peux expliquer ton rôle, là, ce que tu viens de faire? Tu viens de travailler? Ouais, alors moi, en général, tu vois, c'est ce qu'on aime bien dans ce métier-là, c'est que le but, en gros, quand il y a une course comme ça le dimanche, le but, c'est de faire des papiers d'annonce, tu vois, d'avoir un angle et de dire, tiens, qu'est-ce que les gens vont devoir regarder ce week-end sur le marathon de Paris. Et donc c'est toujours bien de venir un peu traîner dans les hôtels des athlètes, c'est là où tu croises les gens, tu peux parler en off, en on de ce qui se passe. Et moi le but ce matin, j'avais des interviews avec Félix Bourg et Étienne Daguinos, donc Félix qui fait le marathon et Étienne qui est lièvre. Et donc le but c'était de prendre la température, savoir comment il s'était préparé, qu'est-ce qu'il voulait faire dimanche et après le raconter tu vois, en amont pour que les gens lisent ça et un peu des billes pour se dire je vais suivre la course mais moi je sais un peu à quoi m'attendre et tout. C'est ça un peu, sur un week-end comme ça c'est typiquement ça. Mais tu dis que tu traînes, c'est quand même programmé et tout, c'est les interviews sont programmées, tu t'es calé en avant soit avec l'athlète, soit avec maintenant les agents des athlètes, soit avec l'organisation, tu as plusieurs pans selon tes affinités. Et après, tu vois, là, l'entretien était à 9h45, ça s'est fini à 10h30 avec les deux. Et depuis, je suis dans l'hôtel, tu vois, et là, pour le coup, je traîne. C'est-à-dire que t'es là, souvent, tu te mets dans le lobby et tu croises quelqu'un que tu connais, tu parles, comment ça va.
comment ça s'entraîne, puis tu fais ça de fil en aiguille, ça permet d'avoir des infos et tout. C'est vraiment, pour le coup, c'est ça vraiment le métier de journaliste. Pour moi, c'est vraiment là. Ce qu'on oublie d'ailleurs maintenant, parce que tout le monde est un peu journaliste et tout, c'est un autre truc, mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est au cœur du truc, au cœur du réacteur, et d'aller croiser les gens et de les voir et de parler. Mais tu prends des infos pour toi, c'est pas une interview sauvage, ah oui, non. improvisée. Si jamais je vois quelqu'un qui m'intéresse et qui est d'accord, je peux faire une interview, on peut faire une interview comme ça, mais c'est plus pour toi t'es blessé en ce moment, ok, tu reprends quand, toi tu te fais des billes sur tous les gens, si tu croises un agent, tu sais qu'il a, là j'ai croisé, il y a des agents qui sont là, on parle d'athlètes qui sont pour dans 3 mois sur la piste, quel meeting il va faire, machin, tu prends un maximum d'infos pour tout, quoi, pour dès que tu peux, ça peut te servir en fait. Et puis des fois t'as des discussions avec des gens que tu croises tellement que c'est pas que c'est des amis, c'est que tu côtoies vachement, donc on peut parler d'autres choses. Donc tu vois, ça peut être comment ça va, la vie, machin, mais... Et attends, mais c'est éthique ça? Si le gars te dit j'ai un tendon d'Achille, tu peux en faire une brève le lendemain dans l'équipe? Ah bien sûr, ça dépend. Tu vois avec lui, si tu veux, est-ce qu'on peut en parler? Il me dit oui, on en parle. Il me dit non, je préfère que tu le gardes pour toi, on le garde pour soi, mais au moins toi t'as les infos. Moi il y a toujours ce truc là parce que c'est dans le nouveau monde où tout est contrôlé par les sportifs. Déjà, les sportifs, leur image est ils veulent plus trop parler aux journalistes, c'est de plus en plus compliqué par rapport à avant. Mais c'est là où il faut instaurer une confiance, tu vois, c'est toujours important de... Moi, je préfère savoir ce qu'il y a vraiment, quitte à peut-être pas l'écrire tout de suite, parce que ça peut arriver des fois que l'athlète n'ait pas envie de dire il est blessé, parce que il va en gros prévenir les adversaires, des trucs comme ça, mais qu'à la fin, le jour où ça compte vraiment, c'est-à-dire sur le grand championnat, machin, où tu es là, où tu vas écrire le grand récit un peu de la saison, que tu aies toutes les infos, parce que dire en gros, tu arrives le jour du championnat, imaginons veille du championnat du monde, je sais pas, j'ai suivi Yann Schroeb, imaginons, je fais un papier pour dire Yann Schroeb il est super en forme, il va sûrement être champion du monde demain. Il manque de peau, t'apprends après que Yann Schroeb en fait il était blessé pendant 2 mois, il t'a pas dit, et puis machin, et t'écris des bêtises. Donc je préfère savoir tout ce qui s'est passé, même si 2 mois avant il m'a dit je suis blessé, mais garde un peu pour toi, on sait pas, on va pas en trop parler. Par contre, le jour où il faut faire le vrai papier, t'es capable de dire bah oui, il a été blessé pendant 2 mois. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir les vraies infos, même si t'es pas forcément les utiliser tout de suite, ce qui peut arriver. Après, il y a des infos, t'es obligé de les utiliser tout de suite. Demain, il y a un truc extraordinaire sur un tel, un truc de dopage, machin, et je vais pas attendre que on me dise ah non, s'il te plaît, attends, non, ça rentre pas en compte. Mais ce que tu dis, c'est intelligent, ça te permettra de nuancer ton propos. Bien sûr, c'est ça qui est très important souvent, parce qu'une saison c'est long. Et que si tu veux faire des bons papiers à la fin, au mois d'août, ce qui est la vérité du mois d'août, c'est pas celle du mois de mai, tu vois. Et là, une saison, il s'est passé plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des contacts réguliers avec les athlètes, que ce soit par téléphone, via leurs agents, via leurs coachs, via des zones comme ça qu'on peut les rencontrer, pour avoir un background important. Parce que si tu arrives juste la veille en disant bah hier, tu as une conf de presse, avant chaque championnat, tu as une conf de presse. En général, ils te disent 3 banalités, ouais super, je me suis bien entraîné. Et en plus, ils sont un peu en train de se convaincre eux-mêmes, donc même si ça va pas, ils vont te dire que ça va. Tu peux pas en faire grand chose, donc c'est bien d'avoir pu travailler en amont et pour moi c'est vraiment ça la clé, c'est essayer de garder contact avec ceux. Nous on fonctionne comme ça un peu à l'équipe, c'est de moins en moins le cas parce qu'on est de moins en moins, mais en gros t'as un peu chacun a des athlètes à suivre entre si tu veux. Toi tu vas être peut-être spécialiste demi-fond, toi tu vas être spécialiste perche, je t'ai fait un peu, j'exagère mais c'est un peu ça. Et donc toute l'année tu sais qu'il faut que tu suives, tu vois, moi j'ai plus intérêt à suivre un Yann Schroeb qu'un Thibaut Collet, parce que Thibaut Collet je sais que c'est mon collègue qui va plus le suivre, tu vois, c'est un peu ça, pour être plutôt costaud le jour où il faut écrire sur eux, on est vraiment vachement de billes à raconter, tu vois. Et pourquoi tu choisis un Félix Bourg et pas une Méline Rollin par exemple? C'est ASICS, il y a des... Non, alors là il n'y a pas du tout, là c'est juste qu'en plus moi pour le coup il y a une collègue qui va venir travailler aussi dimanche avec, et elle avait déjà un plan pour écrire sur Méline Rollin, donc elle écrit avec Méline Rollin, mais pour le coup, Méline, quand elle fait son record de France, c'est moi qui fais le papier, j'avais eu le coach et tout. Non, c'est là, pour le coup, je me suis dit, Bourg, j'avais bien aimé sa démonstration en France de cross. Il le fait, c'est rare qu'il y ait des Français très costauds qui fassent le marathon de Paris. Tu vois, souvent, c'est un peu en mode, ce marathon, il fait un peu chier, parce que, tu vois, il est dur, machin, ça permet pas de faire des chronos, donc ils sont pas souvent, ils y vont un peu toujours reculons. Et là, il a un bon entre lui et Emmanuel Rudolph Lévis, qui le font dimanche, il y a vraiment un côté, ils peuvent jouer vraiment devant. Donc ça, c'est intéressant d'en reparler, parce que des fois, on parle même pas les Français au marathon de Paris, on en parle très peu parce qu'en fait on sait qu'ils vont pas exister, tu vois. Et chez les filles en plus c'est intéressant parce que là... Les filles ça aurait été magnifique, il n'y a pas Mélodie Julien. Non, il n'y a pas Mélodie Julien qui est blessée. Ça aurait été beau là. Ouais, mais il y a Megdez, donc ça c'est sympa. Et donc là pour le coup on fait les 2 papiers, et moi c'était Félix parce qu'on avait pris rendez-vous avant et que voilà, mais c'est vraiment pur hasard, c'est pas parce que je suis le garçon que je fais le garçon et que ma collègue fait une fille, pour le coup on n'en est pas là. Mais oui, là j'ai choisi, c'est assez abstrait, j'ai choisi Bourg. Ça se trouve, Bourg, il va être derrière Rudolph Lévis, j'aurais dû présenter Rudolph Lévis, tu vois, après c'est un peu c'est une sorte de loterie, tu fais des paris entre guillemets, tu vois, c'est comme aux mondiaux, des fois tu fais un super article en disant un tel est en super forme, il va faire un super truc, 8 fois sur 10 il se plante, parce que ça arrive, puis inversement, des fois tu dis, t'avais prévenu en disant il va faire un super truc, il le fait, tout le monde, tes collègues ils disent t'es un génie, tu sais, tu connais super bien, c'est juste que X fois on se trompe. Et tu préfères pas les prendre après une course qu'avant? C'est les deux, les deux, ouais, mais les deux, après la course, souvent dans le show de l'arrivée et tout, t'as de la réac, mais c'est très faible. Moi, ce que je préfère faire, pour le coup, c'est ni juste avant, ni juste après, c'est bien en amont ou bien en aval, mais le mieux, c'est aller à l'entraînement avec eux. C'est le meilleur truc, c'est ça, c'est une journée entière à l'entraînement,
tranquille, pas de détente, ça parle comme ça. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'interview. Tu cales un interview un moment parce qu'il faut cadrer le récit, il faut que ça soit côté les quotes pour les reprendre, sinon t'es perdu. Mais que ça soit un peu micro ouvert comme ça. Et ça, pour moi, c'est la meilleure façon de travailler. On peut de moins en moins le faire. D'une, parce que les sportifs en général ferment de plus en plus les portes, qu'ils ont leur propre outil de communication et qu'ils le font faire, mais par les gens qui peuvent contrôler, si tu veux, avec leur propre vidéaste. Et deux, nous, on a aussi moins de moyens pour aussi se déplacer beaucoup plus. Tu vois, faut réfléchir à 2 fois maintenant. Si on dit on va aller aux États-Unis suivre tel athlète, il y a 20 ans, à l'équipe, on te disait vas-y. Là, il faut vraiment justifier que tu vas avoir tel athlète, sûrement un autre et sûrement un autre pour rentabiliser le voyage, ce qui est normal, hein, tu vois, c'est le jeu. Mais moi, pour moi, vraiment, le vrai travail, il est là. Après, avant la compète, juste après, ça c'est facile, c'est la base, tu vois, c'est pas... T'en as qui peuvent être superstitieux et dire non, je préfère avant. Ouais, t'as plein de cas. C'est pour ça que c'est bien, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, de garder un contact et d'essayer d'entretenir. C'est quand ils ont confiance en toi. Ils sont pas trop peur de te faire venir à leur entraînement, genre 1 mois avant la compète, qu'ils savent que ça va pas les perturber, ils ont l'habitude de travailler avec toi et tout. Donc, mais oui, des fois, t'en as plein, ils te disent non. Hein. Là, j'ai un bon exemple, je vais pouvoir aller faire Jakob Ingebrigtsen chez lui, tu vois, en Norvège. Ça fait 5 ans que j'ai écrit à l'agent, à leur marque, à ces machins, pour dire est-ce que je peux venir. Non, il peut pas. Non, il est blessé. Non, machin, c'est toujours non. Puis un jour, tu reçois un mail, il dit ah oui, telle date, machin, tu vois. Donc, ça ferme souvent. Morel a fait mauvais exemple parce que lui, il est un peu au-dessus de la mêlée, on va dire. Mais pour les Français, ça marche à peu près pareil. Il y en a plein, il y en a, ils veulent pas. Hein. Mais regarde, si je prends le cas d'un Étienne Daguinos qui avait annoncé un gros chrono à Lisbonne, ça l'a pas fait. Il a annoncé un moins de 27 à Lille. Ouais. Au bout d'un moment, il va peut-être se dire bon, je vais peut-être arrêter d'annoncer des chronos. Ça me porte ça après, sur leur. Ah oui, tu veux dire sur leur com et tout. Ouais, après, c'est perso à chacun. Mais lui, pour le coup, il l'expliquait bien parce qu'on en parlait. Je disais, mais t'as fait une course, t'as abandonné, tu vois, c'était un peu, on pourrait se dire, c'est chaud. En fait, lui, il dit clairement, c'était l'objectif d'un peu de l'interview de ce matin. Il dit, mais en fait, il y a des courses où je vais, bon, le semi le premier semi où il loupe, il abandonne. En fait, il dit, je vois que je suis pas bien. Au lieu d'être débile et de finir et de me cramer, je sais que j'ai une porte de sortie déjà à Berlin, il me semble, qui recourt derrière. Ça sert à rien, en fait. Il a raison. Il dit, moi, je suis athlète pro. En fait. Il dit, je suis athlète pro. Moi, je suis pas là pour faire plaisir aux gens. Si je dois finir, pas finir. Je sais que je suis pas bien. Je coupe à mi-distance. Comme ça, je sais que j'ai une autre carte à sortir 2 semaines ou 3 semaines plus tard. Je sais plus exactement. Donc ça, c'est pareil. Et à Lille, il le disait très bien. Je lui dis pareil, mais à Lille, là, t'as abandonné tout. Mais il me dit, mais en fait, Lille, moi, mon objectif, c'était le semi. Je fais un super semi à Berlin. Pas exactement ce que je voulais faire, mais je fais quand même la 2e paire française de tous les temps, ce qui est quand même honorable. Et à Lille, il y allait un peu Il était inscrit, puisqu'à la base, il devait faire Lisbonne, 4 semaines plus tard, Lille. Le problème, c'est qu'en faisant Berlin, ça tout se décale et il se retrouve un peu au cul du camion à devoir refaire. Donc il le fait, mais il savait très bien. Il s'est dit, quitte à le faire, et je sais pas si je suis bien, parce que je suis sûrement un peu hors descente avec la fatigue, j'y vais, je fais all-in. Donc en gros, je tente de courir en 26,50. Ça passe pas. Si je vois que je suis pas bien au 5e, c'est ciao. Mais il le voit pas comme c'est pas un échec, si tu veux. C'est j'ai essayé. Là, je sens que je suis pas bien, c'est tout. Je suis pas bien rideau, mais je sais où sont mes objectifs, je sais ce que je veux. Tu vois, c'est pas genre j'ai annoncé, je me suis planté. On est loin de ça pour le coup pour cet exemple-là. Mais effectivement, je pense que tu as raison. Des athlètes, il y en a plein. Hein, des fois, ils disent moi, je veux plus parler. La dernière fois, j'ai parlé, ça s'est mal passé. Après, les gens viennent me parler. Tu vois, je suis d'accord. Et à l'inverse, Gressier, il dit qu'il se nourrit de ça, lui, qu'il aime bien annoncer. Au moins, il s'engage. Oui, il y en a qui fonctionnent comme ça. En fait, c'est vraiment chacun est différent. Mais effectivement, Jimmy, lui, il est pas langue de bois pour le coup. Ce qui est plutôt intéressant quand tu es journaliste, qu'il dit un peu ce qu'il pense. Et tu vois, c'est plutôt super. Quand tu travailles comme ça. Donc lui, il fonctionne plus en mode j'ai annoncé, comme j'ai annoncé maintenant, faut que je rentabilise, faut que ça paye sur la course. Il est plus comme ça, mais en général, oui, il y en a plein et tu sens qu'ils te le disent en off. Ils préfèrent dire ouais, je suis bien, je vaux ça, mais je le dis pas trop. Tu vois, t'as des choses comme ça, tu vois, un peu. Après, c'est à toi de aussi, ça s'entend. Ouais, mais après c'est à toi plutôt de le faire comprendre dans ce que t'écris, pas forcément dans la bouche de l'athlète, mais s'il dit qu'il est bien, faut quand même que ça serve à quelque chose qui t'est parlé. Donc faut quand même dire qu'il est bien, mais ils aiment pas que tu dises, tu vois, je pense à Gabriel Tual, il a pas, s'il me dit peut-être que je pense que je vaux une 40, il ne va pas l'écrire je pense que je vaux une 40, ça sert à rien, mais oui, ça dépend les athlètes, les personnalités. Ouais. Tu m'avais dit que tu avais suivi un peu le MotoGP et Quartararo. Oui. Quartararo, souvent, il court, il est fort en course à pied. Ouais, il court beaucoup, il court. Ouais. Il court beaucoup, je crois. Mais il court beaucoup, il courait quasiment tous les jours. On en rigolait un peu, parce que pour le coup, c'était... Pour faire simple, j'arrive en 2019 à l'équipe, donc sur l'athlé, mais en fait, le premier contrat, le CDI qu'on me propose, c'est sur l'automoto. C'est comme ça, il y a une place, tu veux la prendre, c'est tout, tu viens, mais ça sera sur l'automoto. Donc je me suis retrouvé catapulté à la moto, je connaissais rien, je t'avoue, moi je viens pas du tout des sports auto,
Et on me dit, on suit Quarta. Un peu de chance, c'est que les 2 saisons que je le suis, la 2e saison, il est champion du monde. Mais donc moi, le seul truc que je connaissais bien, c'était la course à pied pour le coup. Donc c'était marrant, ça faisait vraiment un point d'attache où il devait se dire pourquoi il parle de course à pied lui et tout. Donc c'était marrant. Et ouais, il courait tous les jours, il était pas mal. Il courait à 15 à l'heure, 16 à l'heure. Tu vois, tu te dis pour des 10 bornes sur la route, tu sais, sur les grands prix. Ouais, c'est marrant. Et donc oui, c'était un lien. Et Johan Zarco aussi, aime beaucoup la course à pied. Ouais. Donc l'autre Français qui est en MotoGP. On s'était retrouvé à faire une session d'entraînement avec lui, parce qu'il faisait sa prépa physique. Et il disait, vous faites quoi et tout, enfin fartlek et tout. Et il m'avait dit un peu les allures, c'était pas des grosses allures. Moi à l'époque, je courais encore bien. J'ai dit, vas-y, on va la faire ensemble et tout. Et c'était marrant, ça crée un truc pas du tout journalistique, on n'en parle pas. C'était en plus de l'interview et tout, mais c'était marrant de se retrouver à courir avec eux. Bref, mais oui, ils font beaucoup de course à pied, mine de rien, on dirait pas, mais ils se préparent. Ok, non, c'est physique. Très préparés. Ouais. Et t'estimes, tu suis les courses de demi-fond, triathlon, biathlon. Ouais. T'estimes que c'est des sports nobles? Tu trouves que c'est plus noble qu'autre chose? Moi, parce que on en rigole souvent au boulot, parce que moi je suis un peu un ayatollah sur ça. Je sais pas classer les sports, mais j'aime bien les sports où en gros il y a de la VO2, si tu veux. C'est très basique, mais moi je veux faut que ça souffle, faut que ça soit dur, j'ai un peu plus de mal avec les sports où c'est pas comme ça, même si il y a plein de sports qui sont durs. Chaque particularité, c'est dur, tu vois, mais je me reconnais plus dans les sports comme le cyclisme, la course à pied, tu vois, le ski de fond, où c'est très physique, où en gros c'est le meilleur physiquement qui gagne quasiment. Moi j'aime bien ce truc-là de dépenses, tu vois, énergétiques, faut s'entraîner dur, faut se battre. Le travail paye, ouais. Ouais, le travail paye. Moi je suis plus dans ces sports-là. Après, je te dis pas que le tennis c'est pas du sport. C'est très dur, c'est d'autres contraintes. Ils jouent toute l'année, des matchs avec une pression, chaque balle est remise en question. C'est un sport de fou mentalement. C'est d'autres qualités. Et moi je suis vraiment très porté sur, oui, je vais m'entraîner tous les jours. C'est dur, mais à la fin ça paye. C'est vrai que c'est plus ma conception du sport, mais c'est vraiment perso pour moi, quoi, tu vois. Mais Et le biathlon, triathlon, tu les mets dans la même catégorie? Non, ouais, en fait, je vais me faire des ennemis. Je suis à l'équipe, donc le biathlon à l'équipe, c'est un peu sacré, tu vois. C'est un peu avec la chaîne L'équipe, c'est vraiment le sport qu'on suit beaucoup. Moi, j'étais au JO là encore en février à Anterselva pour le biathlon. On a fait 13 médailles et tout, donc c'est. Et moi, ouais, je suis pas le plus grand passionné de biathlon. J'aime bien. C'est très très dur de tirer. On te rend compte que la particularité de tir est incroyable, parce qu'en fait ce qui est dur, ils te le disent, ce qui est dur c'est pas de tirer. S'ils tirent là tu leur donnes une carabine, ils te la tirent cible à cible. C'est hyper simple pour eux. C'est tirer quand tu sais que tu peux gagner, perdre. Tirer quand tu as le cardio à 190, c'est pas la même chose que tirer quand tu es dans ton salon. Donc ça, cette composante là elle est très dure, à interpréter tant que tu l'as pas vécu. Mais le côté physique, même si c'est de moins en moins vrai, parce que pendant longtemps au biathlon c'était les moins bons skieurs de fond, si tu veux. C'était un peu ça, t'allais au biathlon avant. C'était un peu une dérivée, tu vois, t'es pas bon en ski, tu fais presque, j'exagère, mais c'est presque, tu fais pas de ski alpin, tu fais du ski de fond, puis tu fais au biathlon. Martin Fourcade, un peu avant, mais lui a vraiment un peu dépoussiéré ça, parce que physiquement il était vraiment très au point, et donc il a fait un peu d'incursion en ski de fond, il a fait une Coupe du Monde, il a fait top 20, il me semble. S'il en avait fait vraiment que ça, il aurait pu peut-être un peu exister, peut-être moins qu'en biathlon, mais ils sont quand même encore un peu moins forts que les skieurs de fond. Tu vois, Mathis Desloges, il est plus fort en ski de fond qu'un Emilien Jacquelin, si on fait une course pure et dure. Mais ce qui est normal en fait, parce que Mathis Desloges il prépare que ça, et Emilien Jacquelin il doit courir avec un truc qui fait 3 kg dans le dos, et il doit garder un peu de lucidité pour tirer, donc c'est pas pareil. Mais c'est vrai que je suis moins fan de biathlon que la plupart des Français qui ont l'air vraiment fans absolus, mais ça regarde que moi, mais c'est un sport particulier, où il faut à la fois être très précis, à la fois endurance, qui est un peu, tu vois, spécial et tout. Et le triathlon, parce qu'on me dit toujours ça, on me dit t'aimes moins le biathlon, mais t'aimes beaucoup le triathlon. Parce que le triathlon, on peut dire, c'est comme disait Cassandre samedi à Lille, après le 10 km où elle a fait le record de France, elle disait moi j'en ai marre qu'on dise que le triathlon, en gros, on est moyen partout et donc on fait du triathlon. Elle prouve que non, qu'en course à pied, elle est plutôt pas mal. Et je trouve que pour avoir beaucoup de suivi des triathlètes, on voit l'entraînement qui se mettent en fait dans la tronche, des 30 heures, 35 heures par semaine. Tu te dis, ouais, là, on est vraiment sur du sport de très très haut niveau. Et ok, ils ont peut-être un niveau un peu moins bien en natation, mais juste parce qu'ils font d'autres choses. Cassandre, elle a fait de la natation. Si elle avait continué, on a du mal à imaginer qu'elle soit pas au niveau. Vincent Louis avait de la natation, était à un très bon niveau jeune, c'est juste qu'il en avait marre, il s'est dit, il faut que je fasse autre chose. On est loin de gens mauvais. Et Cassandre prouve qu'elle aurait pu être très forte en athlée. Après, peut-être le truc au milieu, c'est plus le vélo, on va dire. En plus, c'est un triathlon, le vélo, la plupart du temps, ils sont en pack. Ça roule peut-être un peu moins, c'est un peu moins puissanté que sur le cyclisme pur. À part ça, mais à pied, Alexis, il est champion olympique de triathlon.
il vient de faire un marathon Il à a Londres, le il est pas... record de Grande-Bretagne, ouais. et quasi... Non, parce qu'il y a Mo Farah qui a dû faire mieux, mais Ah oui. il est au top par rapport à ce qu'il fait. Et surtout, il vient de l'athlé. Et moi, quand je faisais de l'athlé, c'était un petit jeune qui arrivait, et il était au championnat d'Europe, il était au cross et tout. C'était un crack absolu en athlé. C'est plutôt lui qui s'est mis en difficulté presque en allant au triathlon à la base, tu vois, parce qu'il savait pas, il était pas bon en natation et tout. C'est presque l'inverse. Mais non, le triathlon, je trouve, c'est vraiment un sport de fou, peut-être même pas assez reconnu. C'est encore vu, même chez nous, tu vois, on le traite. Moi, j'ai beaucoup milité, un peu en mode triathlon, on suit. C'est toujours un peu reconnu comme ouais, bon, c'est triathlon, tu vois, mais non, c'est des cracks absolus. Faut voir comment ça s'entraîne. Hein. Le matin à 6h dans la piscine, le course à pied à 10h et le vélo l'après-midi. Il n'y avait pas grand monde qui puisse faire ça. Hein. Et la différence entre le biathlon et l'athlète, c'est que c'est quand même moins universel. On peut dire ce qu'on veut, tu as moins de pays en concurrence. Ah, bien sûr. Ah oui, par contre, sur ça, c'est le crédit de l'athlète. Moi, je défendrai toujours ça quand on vient me dire les athlètes, ils font pas en France, vous ne faites pas de médailles. Ouais. Il y a un moment, effectivement, l'athlète français a moins bien travaillé, c'était moins bien, il n'y avait pas de résultats, il y avait des explications structurelles à l'athlète français, il y avait des trucs. Mais qu'on te dise à l'athlète, vous ne faites pas 10 médailles, je sais pas, 10 mondes, mais vous vous rendez pas compte, je sais pas, 10 mondes, il y a quasiment 200 pays représentés, il y a quasiment, je sais plus la stat, mais il y a le nombre de pays médaillés par championnat du monde, c'est une folie. Il n'y a pas 5 pays. On ne parle pas de la Norvège, de l'Allemagne, de la France et tu vois, de l'Italie pour le biathlon. Quasiment. J'ai la Suède, j'exagère, mais on est presque là. Là, la France, l'athlète, le Djibouti peut gagner une médaille d'or s'ils ont un bon athlète. Tu vois, et c'est la folie de ce sport. C'est le sport le plus universel, donc le plus dur, par définition. Pour moi, c'est assez simple. Et effectivement, le triathlon est moins là-dedans, même si le triathlon est quand même un côté... Il n'y a pas tous les pays qui le font, mais il y a quand même un côté où tu as quand même... Déjà, quand tu as les États-Unis qui le font, tu vois, les États-Unis, l'Asie, tu dis quand même que tu as beaucoup de gens. Effectivement, l'athlète, il n'y a pas plus dur d'être champion du monde du 100 mètres. Tout le monde dans le monde peut faire un 100 mètres, en soi, par définition. C'est que t'es le meilleur de tous ces gens-là qui sont capables de courir, tu vois. Mais la particularité de l'équipe de France, dis-moi si je me trompe, c'est qu'ils envoyaient beaucoup de finalistes, mais il y avait peu de médaillés. Oui. Le ratio était... Oui, et en plus, quand on parle comme ça, c'est une fausse excuse. En fait, c'est un double tranchant. À la fois, ils se cachaient un peu derrière ça en disant, mais regardez, notre sport, c'est le plus dur, donc c'est normal qu'on n'ait pas de médaille. Non, la preuve, on peut en faire des médailles. On en a déjà fait. Là, de l'Italie, ils en ont. Oui, voilà, tout à fait. L'Italie, les Pays-Bas, il il n'y a personne, et ils font plus de médailles que nous. Donc, il y avait un double problème. C'est que ça a moins... On a beaucoup surfé, pour revenir juste sur les 20 dernières années, on a beaucoup surfé sur une génération très forte avec les Laviani, les Lemaitre, les Tango, ou Mélina Robert-Michon, ça, où on avait des médailles qui arrivaient. On a bien géré ce haut niveau-là, mais on n'a pas trop pensé à l'après, tu vois, à préparer. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un gros creux après 2016. L'athlète français, il allait très mal, tu vois. 2017 encore, ça va à Londres. Et là, il y a eu des années 2018, 2019, Doha, c'est cata. 2022 avec Jean, c'est cata. 2023, Budapest, c'est dur. Et c'est seulement, il y a eu le premier souffle, là, le renouveau, c'est un peu Rome, les Europes de 2024, avant les Jeux. On se dit, il se passe quelque chose, 16 médailles, les nouveaux athlètes, tout ça, on s'est dit, c'est pas mal. Et ce que là, ça rebosse bien, et franchement, je suis convaincu qu'il y aura des médailles à Los Angeles en athlète. Ça y est, c'est reparti. Et les athlètes, en plus, ont confiance, on le voit en demi-fond, c'est devenu... avec Jimmy, la médaille d'or, les autres se sont dit, mais attends, lui, il a fait médaille d'or, en fait, on peut peut-être le faire aussi. Jimmy, on sait qu'il est très très fort, mais on se côtoie, tu vois, c'est pas impossible. Alors qu'avant, là, je parle pour le demi-fond, pendant très longtemps, il y a eu ce truc de non, mais c'est pas pour nous, en fait, on gagnera jamais de médaille. Il y a les Kenyans, les Éthiopiens, c'est impossible, on peut pas les battre. Là, ils ont commencé à ouvrir les portes, et effectivement, ça va beaucoup mieux. Là, pour le coup, moi, j'ai été très critique sur l'athlète les années 2019 jusqu'à 2023, là. On disait vraiment, on voyait que ça ne bossait pas très bien et que ça allait un peu droit dans le mur. Mais là, pour le coup, à l'inverse, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. On parle tellement que j'ai presque failli oublier de parler de dopage. On va en parler. J'ai une dernière question sur le biathlon. Moi, il y a un truc qui me fait un peu mal au cœur quand je regarde à la télé. C'est que là, les courses de fin de saison, tu vois un circuit blanc de neige artificielle et de l'herbe partout autour. C'est un sport d'avenir encore. Moi, je peux pas m'empêcher d'avoir mal au cœur quand je vois ça. En fait, ça vaut pour tous les sports d'hiver. Ça vaut même, c'est la question qu'on peut se poser pour les JO d'hiver, si tu veux. Ouais, mais est-ce qu'il faut pas repenser le calendrier ? Ils y pensent. C'est assez compliqué. En fait, ça arrive aussi en début de saison, malheureusement, le manque de neige. Moi, j'ai déjà fait des mondiaux, il n'y avait pas de neige. Il y avait de la neige juste sur la piste. Et t'es début février. Et en ski de descente, ça fausse même carrément les courses parce qu'entre le début où tu pars, la hausse de température, la neige est plus la même. Ça fausse de plus en plus. Ça a toujours été le cas, mais effectivement, c'est des paramètres qui sont de plus en plus compliqués. En biathlon, en fait, le biathlon, ce qu'ils font, ces circuits-là, les athlètes, eux, ils prennent plus sur le côté. Il ne faudrait pas qu'on fasse des allers-retours. Tu vois, des fois, il y a des compétitions aux États-Unis. C'est pas tous les ans, mais en fait, ils disent qu'il faudrait faire un circuit plus concret et en fait, suivre le climat, si tu veux. Il fait froid à cette période-là, on va à cet endroit-là. Après, il fait froid à cette période-là. Plus logique, quoi. C'est ce qu'ils appellent à ça. Mais c'est vrai qu'on peut s'inquiéter pour tous ces sports-là parce que le jour où il n'y a plus de neige, quel est l'intérêt de continuer peut-être à créer des pistes artificielles, même si. Là, il y a un faux débat en ce moment où les gens disent c'est que de la neige artificielle. Du snow farming, c'est normal aussi de stocker, de remettre, c'est pas vraiment mauvais ça. Si la neige continue à tomber naturellement et en plus tu viens compléter pour que l'ensemble soit bien, c'est sûr. Mais par contre, aller faire
des compètes des fois à fin mars à des endroits où il n'y a plus un brin de neige. Certaines images, c'est pas beau à Ouais, regarder. je peux comprendre que ça soit un peu spécial. Mais l'avenir de ces sports-là est clairement remis en question. C'est dur, mais c'est dur d'y répondre parce que qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire on arrête? Qu'est-ce qu'on fait? Donc ouais, ils réfléchissent plus à. En tout cas, les athlètes, en plus pour l'écologie, ce serait même mieux, au lieu de faire des allers-retours, bah là on se dit on va X semaines en Scandinavie et on fait tout le spot en fait. Et après on va à l'endroit on va vers l'Europe, vers les Alpes où il y a plus de neige à ce moment-là, on fait tout le spot et au lieu de faire des allers-retours comme ça, mais ça vaut pour plein de sports en fait, ça, des allers-retours Formule 1, ils font le tour de la planète 10 fois. Est-ce qu'on pourrait pas plus caler les trucs? Ça vaut pour tout, mais bon. Tu t'occupes du dopage à l'équipe. Quand on t'a mis dans cette rubrique-là, t'étais content ou t'as dit oula, faire des ennemis? Non, je dirais même je me suis mis. Ah ouais. C'est plus moi c'est en fait à l'équipe pendant longtemps il y a eu des personnes qui s'occupaient exclusivement de ça. Le plus connu étant Damien Reussio, qui est le journaliste qui a sorti le scoop Armstrong. Armstrong dopé, c'est l'équipe qui le sort. Quoi que les gens disent que l'équipe, parce que le groupe Amaury, c'est le groupe auquel appartient le Tour de France et aussi l'équipe. Donc nous on a toujours ce truc de dire les gens se dopent mais l'équipe le dit pas parce que ça arrange l'employeur. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le plus gros scandale de dopage qui est sorti, c'est l'équipe qui l'a sorti et c'était sur Lance Armstrong, sur le Tour de France. Donc voilà, et donc cette personne-là était vraiment chargée de faire que ça. Donc c'était son boulot à temps plein de suivre les affaires de dopage, se renseigner sur les labos, machin et tout. Lui, ça devait être le loup noir. Dès que les athlètes le voyaient, il devait se cacher. Faudrait que tu le rencontres, mais ouais, effectivement, c'était déjà ça, et en plus même au sein même de sa profession. Des fois, il était un peu en mode. Les autres venaient le voir en disant attends, tu fais chier parce que là, moi j'étais avec l'athlète là, on fait ça, puis là tu viens de sortir ton histoire. Il était même mal vu, même au sein même de la rédac. En tout cas, des fois, il était un peu mis en marche parce que c'était tu déranges quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Après, ça a un peu continué comme ça, mais il y a Gilles Simon. Avant moi, quand je suis arrivé, en fait, c'était Gilles Simon qui est un ancien red chef adjoint de l'équipe, qui a travaillé au foot, qui a travaillé beaucoup au vélo, et qui était en charge de cette rubrique-là dopage quand je suis arrivé. Donc, moi, j'ai un peu fait avec lui. Et moi, c'est toujours une matière qui m'a fait kiffer. En fait, je la compare souvent au fait divers. Moi, j'aimais bien en journalisme classique le fait divers. Pour moi, c'est un peu le fait divers du sport. J'ai toujours bien aimé cette matière-là. Je viens de Stabs, donc j'ai une mini culture, on va dire, anatomie, physiologie. Donc ça me parle peut-être un peu plus que d'autres, un peu les paramètres, tout ça, sanguin, tout ça. Donc j'ai toujours eu une appétence pour ça. Et donc quand je suis arrivé à l'équipe, moi en fait j'ai eu la chance, quand je suis en CDD, on est en 2019. Et en fait il y a deux grosses affaires de dopage dans l'athlète français, c'est l'affaire Clémence Calvin et l'affaire Ophélie Vauxverger. Donc moi en fait à ce moment-là, c'est là où je me suis retrouvé un peu propulsé dans le dopage parce que je connais, venant de mon site, j'ai pas mal de contacts, je connais les protagonistes et tout, donc ça m'a permis d'écrire sur ces affaires-là. Et donc en fait ça m'a mis un peu dedans. Pour l'équipe, ils se sont dit ouais, il a un bon réseau, c'est un peu comme ça que ça marche. Et moi, je me suis dit j'adore travailler sur ces trucs-là, c'est hyper intéressant, Donc fil en aiguille, on a vu qu'en gros j'aimais bien cette matière-là, que je suivais, donc je me suis retrouvé un peu référent dopage si tu veux au sein de l'équipe. Ce qui veut en fait tout et rien dire parce que comme je fais d'autres choses, je suis pas tous les jours en train d'essayer de trouver des gens qui trichent. C'est plus, il se passe quelque chose en dopage, on vient me voir pour me dire est-ce que tu peux décrypter, est-ce que tu peux te renseigner, parce que c'est un peu moi qui ai les contacts pour, à la FLD, à la EU, machin, des trucs comme ça. Et de mon côté, j'essaye d'être proactif, de créer du contenu sur ça, des fois un peu pédagogie. On a fait un podcast l'année dernière pour expliquer comment se passaient les contrôles, comment ça se passait au Kenya, des trucs un peu... c'est ma vision, j'essaye de travailler là-dessus. Et en même temps, j'essaie de sortir des affaires, mais c'est hyper dur. Et concrètement, tu peux expliquer, si demain tu apprends une affaire, tu es sûr de toi sur un athlète que tu as interviewé presque amicalement 10 fois. Ouais. Tu le préviens avant, tu préviens l'agent, comment ça se passe? Non, tu vas le prévenir par définition parce que tu vas devoir le contacter pour avoir sa version à un moment. Mais non, pour le coup, moi c'est comme ça que je fonctionne. Mais dans le journalisme, effectivement, quand tu veux bosser, au bout d'un moment, les athlètes, les sportifs ou les gens tu es plus ou moins proche. C'est normal, en fait, c'est l'humain. À force de croiser des gens, tu peux avoir des affinités et tout. Le truc, il faut juste savoir où tu te situes. C'est que le jour où tu te dis tu as une grosse info, tu peux pas la sortir, c'est que tu es allé trop loin, c'est que tu fais plus ton job. Donc soit tu es au moins honnête avec toi-même, tu te dis bon, peut-être que je veux pas la sortir, je veux pas gâcher cette relation, je sais pas ce que je ferais, mais tu peux te dire ça et tu la passes au moins à un collègue qui la sort et puis voilà. Mais sinon moi, que j'ai parlé à quelqu'un la veille ou l'avant-veille, si j'ai un truc de dopage, je le sors, genre entre guillemets j'en ai rien à foutre, mais c'est normal, c'est le travail. Surtout si ça, faut que ce soit avéré, on parle d'un vrai truc costaud. Oui. Mais effectivement l'athlète il sera au courant parce que comment tu fonctionnes, tu as l'info qui arrive par X diverses sources, tu te le fais confirmer, idéalement par une ou deux sources. Et après, il y a un moment, il faut du contradictoire, c'est-à-dire qu'il faut appeler l'athlète pour dire bah alors, est-ce que tu as été contrôlé? Moi, j'ai l'info que tu as été contrôlé positif. Est-ce que déjà tu me confirmes que c'est vrai? Il dit oui ou non. Mais et comment tu expliques ça? Donc à un moment, tu vas le contacter pour ça. Mais oui, c'est pas le contacter pour dire ah, j'ai vu que tu étais pris, t'inquiète, je dirai rien. En tout cas, moi, c'est pas ma vision des choses.
Et sans dire de nom, t'as un exemple concret? Qu'est-ce que t'as dit l'athlète à ce moment-là? Non, s'il te plaît, sors le pas, ou est-ce qu'il... Ah, mais il y a ça arrive plein de fois, plein de fois. Il y a déjà eu où les athlètes, tu les appelles, tu te dis ah ouais non, s'il te plaît, machin, ne dites rien et tout. Je dis mais de toute façon ça va sortir, tu vois, il y a pas de... Ça négocie vite fait, mais c'est souvent plutôt ils disent non, je sais pas, ou je veux pas répondre, c'est plutôt ça, t'as plus téléphone fermé plutôt qu'autre chose. Mais après ça arrive très rarement, hein, les scoops dopage, parce que c'est dur à casser le... Parce qu'en fait, concrètement, comment ça fonctionne là, je parle pour un résultat positif. Il y a un contrôle, ça va en labo. Là, ça bip, c'est positif. L'info remonte à l'agence qui a créé le contrôle, on va dire en France la FLD. Mais entre le moment, dans le labo, c'est un numéro qui est rattaché à un nom, mais au sein de la FLD. Au labo, on ne sait pas qui est positif. Ils savent juste que le numéro 3872 est positif. On ne sait pas qu'en face, c'est un tel. Donc là, l'info après remonte à la FLD et là, ils ont l'info. À partir de là, ça peut fuiter. Par contre, c'est que les gens qui travaillent là-bas, en général, ils font pas fuiter, tu vois. C'est pas trop leur rôle. Tiens, c'est pas leur rôle, c'est jamais leur rôle, mais ils ont pas intérêt, parce qu'ils ont de plus en plus peur maintenant que les avocats de sport commencent un peu plus de droit du sport, commencent vraiment à mieux connaître les sujets. Et en fait, dès qu'il y a une fuite dans la presse, ils attaquent un peu la FLD pour dire ah mais ça a fuité, donc vous travaillez pas bien. Et donc ils s'en servent comme une arme pour un peu rendre un peu décrédibiliser, tu veux, le contrôle. Ce qui est complètement bidon, hein, mais ils s'en servent. Donc ils veulent pas que ça fuite. Donc là déjà c'est trop compliqué. Et si par chance t'arrives à faire fuiter le truc, après, tu as l'info, tu sais que c'est carré, tout dépend des sources que tu as, mais des fois, il y a des sources, tu sais que c'est carré, et la personne t'a dit ça, tu sais que c'est ça, parce que tu sais comment elle bosse, et machin. Et là, après, tu lances, mais en gros, tu appelles l'athlète, tu dis voilà, je sais que tu es pris pour dopage, qu'est-ce que tu as à dire? Bah rien, ok, balance. Mais j'arrive pas à psychologiquement comprendre le mec qui fait fuiter l'info, quoi. Pourquoi? Des fois, c'est malgré eux, parce que c'est une personne qui va parler à une autre, et ça te remonte à toi. Ouais. C'est pas vraiment à toi directement. Et après, dans les cas les plus connus de fuite, c'est plus parce que des fois, c'est déjà arrivé, c'est pas le cas là, je parle pour la FLD, mais je parle en général, c'est que des fois, les agents voient que ça bouge pas trop, il y a le contrôle, mais ça a pas trop avancé, et ils se disent, si je fais sortir l'info, ça va un peu, tu vois, bouger le truc. Des fois, il y a des trucs comme ça, des gens, ils se prennent un peu pour des samaritains, et ils se disent, je vais faire un peu exploser les choses en lâchant une petite info. Et comme tu le dis, ils ont pas trop d'intérêt, donc finalement, il y a très peu d'infos qui sortent. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des cas concrets où les gars sont dopés, l'info a pas fuité, le gars s'est dit blessé un an? Dans le passé, ça a dû arriver plein de fois. Il y a toujours ce truc des athlètes qui disparaissent 6 mois, on dit qu'ils ont été suspendus, ils sont revenus. Il y a peut-être eu ça, c'est une sorte de mythe qui est resté, c'était le cas il y a longtemps. Maintenant, c'est plus ça. En fait, quand tu es contrôlé positif, déjà, tu as toute la base de l'Agence mondiale antidopage qui est au courant. En fait, tout le monde est au courant. Dire, les gens qui sont dedans, c'est pas genre, tu as fait un contrôle en France, les Français ont vu que c'était positif, personne d'autre le sait. À la main, ils sont au courant, le logiciel est commun, tout le monde sait que ça a allumé rouge. Ah oui, ok, ouais. Donc, déjà, cacher le truc, c'est devenu impossible. Après, c'est dans les sanctions que ça peut... c'est les sanctions qui tombent, mais par contre, en général, quand tu es positif, c'est-à-dire quand tu es sanctionné, la règle veut que ça soit communiqué, c'est officiel. Oui, ok. À la fin de la procédure, quoi qu'il arrive, ça doit être diffusé sur le site de l'agence pour dire un tel a été pris pour dopage, il est suspendu X années. Donc en fait, quoi qu'il arrive, à un moment, c'est connu. C'est juste nous, il faut essayer de casser ce truc pour le sortir avant, si tu veux. Parce qu'une fois que tu es sur le site de la FLD, il n'y a plus trop d'intérêt. Tout le monde là, et c'est moins nous. Le but, c'est de le sortir avant les autres pour que l'intérêt soit chez nous et que ça soit l'info que tu sortes en premier. Mais c'est de plus en plus dur, pour le coup, de craquer les trucs et tout. Ils sont de plus en plus méfiants, mais que ce soit même les athlètes. Parce qu'avant, la FED est au courant maintenant, mais dans un deuxième temps. À l'époque, dès qu'il y avait un positif, la FED était au courant. Si tu connaissais des gens à la FED, ça pouvait un peu plus fuiter. Maintenant, c'est très très centralisé. C'est la FLD qui a les trucs. Hop, topé. La FED est juste prévenue après, un peu en mode t'es suiveuse, quoi. Donc ils ont pas non plus trop ils ont pas trop le dossier en main et savent pas trop de quoi on parle. Donc t'as pas trop d'infos de ce plan-là, tu vois. Donc c'est plus compliqué. Franchement, c'est devenu travailler sur le dopage, essayer de sortir des affaires maintenant, c'est un peu chaud. Je connaissais un journaliste justement qui faisait des faits divers qui me disait que d'un point de vue moral, quand tu fais du fait divers, tu vois les coupables un peu autrement parce que quand tu assistes au procès, que tu connais toute leur vie, c'est un peu différent. Et c'est quoi ton positionnement moral toi, par rapport au dopage? Est-ce que c'est un peu pareil? Il y a ce truc de... En plus surtout quand tu as des athlètes que tu connais avant et qui tombent là-dedans ou qui se font comme les histoires, tu as toujours ce truc de dire ah putain, ça fait un peu bizarre, tu vois. Mais moi pour le coup le dopage, moi je serais même pire que ça. Pour moi la moindre affaire avérée, c'est rideau. On devrait plus de voir la deuxième chance. Pour moi ça devrait pas exister dans le sport. Mais tu penses pas que dans la vie on a le droit de se... Si, dans la vie, mais dans le sport, on est dans une partie, t'es pas interdit d'aller faire le 10 km de machin, mais par contre, au moment, t'interdit de sélection ou de trucs où tu peux gagner ton argent, tu vois. C'est trop facile sinon. Tu le vois, tu le vois très souvent. Ça triche, ça te fait sa peine, ça revient. Souvent, ça retriche.
À un moment, faut un peu. Il y a des règles très simples. Le sport, c'est fait pour. C'est pousser son corps, c'est tout. Il n'y a pas besoin de prendre des trucs. Donc, pour moi, ça serait plus à vie. C'est un truc avéré. Je parle pas de contamination, de trucs un peu bizarres où on sait pas trop, quand c'est pas sûr. Ouais, mais ça peut être avéré, mais à l'insu de son plein gré. Non, mais ça non. Oui, ça peut pas être un entraîneur qui te. Ça peut être. Non, mais après, voir toutes les circonstances, ça peut être avéré. Pour le coup, les contaminations, qui est un vrai sujet, où les gens, quand on en parle, nous, les gens nous disent toujours, ah oui, ils ont inventé ça, c'est super, c'est faux. Non, ça, pour le coup, il y a des vraies études. Ça peut arriver que tu sois positif, pour le coup, ça fait marrer tout le monde à l'insu de son plein gré. Ça existe. Mais là, c'est des substances spécifiques, ça s'explique. T'es pris à l'OPO, c'est pas un insu de ton plein gré, c'est impossible, tu vois. T'as voulu tricher, t'as pris des produits lourds, hormones de croissance, t'as voulu faire le benet, à tricher. T'es pris à ça, pour moi, c'est 4 ans de suspension, parce que c'est ça souvent, mais moi c'est ciao. Mais bon, ça c'est mon avis, hein. Je travaille pas encore dans le droit du sport et tout. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, quand on suit des affaires comme ça, à force de côtoyer les personnes qui essaient d'expliquer pourquoi ils l'ont fait, machin, oui, tu peux t'attacher et tu le vois un peu différemment. Et surtout, tu le vois différemment, parce que je trouve qu'un tricheur en Europe, c'est pas le même tricheur qu'au Kenya, vraiment. C'est un truc tout court, mais au Kenya, tu vois quand tu y vas, tu comprends comment ça fonctionne. Là-bas, c'est vraiment un moyen pour s'en sortir dans la vie. Ils n'ont pas du tout les mêmes ressources qu'ici. Tu vas au camp de Kipchoge à Kaptagat, tous les matins, Kipchoge il sort, il est 6h du mat pour s'entraîner avec son groupe. T'as 20 gus du village qui savent que c'est à 6h du matin que Kipchoge il y va, et ils viennent en espérant courir avec lui, l'impressionner, et qu'on les recrute, et qu'on leur offre une chance dans la vie, tu vois. Que ces mecs-là, ils essaient de tricher, t'as envie de dire, ouais, pourquoi pas. En France, tu sais comment ça fonctionne, t'as pas forcément besoin de la course à pied pour réussir et tout, c'est pas une question de vie ou de mort, tu vois. Quand tu commences à tricher, tu vois, c'est pas le même, tu vois, pour moi, c'est pas la même conception et le même truc mental au départ, donc des fois, t'arrives plus à excuser d'autres, même si à la fin, la finalité, c'est à tricher, c'est pas bien, tu vois, faut pas... Je dis pas qu'un Kenyan doit plus tricher ou a plus de raisons de tricher, mais je pense que des fois, c'est pas les mêmes histoires, c'est très complexe. Mais à la fin, bon, pour moi, c'est interdit, c'est tout, quoi. Y a pas, je trouve les gens qui se défendent, essaient de négocier et tout, non, c'est tout, d'être triché. Mais chez les gens, le grand public, enfin les spectateurs, c'est hyper clivant, je trouve. T'as des gens vraiment intransigeants et des gens plus comme moi, pour le coup, qui... Enfin, je dis pas que c'est bien, mais je peux comprendre. Enfin, pas je peux comprendre, mais je veux dire... T'as tué personne. T'as tué personne. Je suis d'accord, mais t'as tué personne. Moi, je te demande pas d'aller en prison ou machin, mais... T'as quand même, entre guillemets, tué le sport dans lequel t'es. Tu vois, t'as privé quelqu'un d'une médaille, d'un résultat. Voilà. Donc t'as plus le droit de venir dans ce sport-là. Tu peux même aller faire autre chose, quitte à aller dans un autre sport. Bon, c'est un peu con, si t'es suspendu en athlète, tu pourrais aller en triathlon, c'est un peu débile. Tu peux utiliser les mêmes artifices. Mais je suis d'accord. Par contre, oui, quand c'est vrai qu'on avait vécu pas mal ça, en l'affaire Calvin, qui est pour le coup, c'est une soustraction à un contrôle. C'est juste qu'elle s'est enfuie. En tout cas, selon FLD, elle s'est enfuie, elle dit qu'elle s'est pas enfuie, bon voilà, mais en tout cas c'est une soustraction, c'est pas un contrôle positif. À l'époque, moi je travaillais sur ça, conf de presse dans le cabinet de son avocat et tout, effectivement, elle allait traquer, t'as l'impression qu'elle a tué quelqu'un. C'est assez impressionnant à voir en vrai, effectivement, parce que d'un coup, t'as les médias spécialistes comme nous, qui connaissons l'affaire et qui connaissons le truc, ok, nous on est là, c'est presque normal, et t'as tous les médias en général qui arrivent et t'es un peu la bête traquée, effectivement là tu te dis, attends, on parle de quoi là? Elle a juste loupé un contrôle, au pire, dire si c'est arrêté, elle a juste loupé un contrôle, pas non plus. Donc c'est vrai que je suis d'accord dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est un truc gravissime, c'est que du sport et en soi ils se mettent leur santé, surtout leur santé, ils se mettent eux en difficulté et après oui. Mais non, moi c'est vrai que je suis assez. Oui, les gens sont pires. Moi ce qui me gêne plus c'est les gens surtout quand il y a une perf, tout de suite c'est dopé maintenant. Ah ouais, ça c'est. T'as l'impression qu'il y a plus de nuances, bon c'est un truc un peu bateau à dire, mais moins en moins le cas maintenant, c'est en gros il y a une perf. Soit on dit, soit il est dopé, machin, bon c'est un peu... c'est insupportable. C'est un peu compliqué, ouais. Et tu parlais des bruits de couloir que t'aimais bien venir entendre. Est-ce qu'il y a eu des cas de dopage où on t'a dit des trucs, t'as jamais pu sortir le papier parce que t'as jamais eu la preuve et tout? Ah bien sûr. Il y en a plein de ça. Tout le temps ça. Ouais. Après justement, c'est des bruits de couloir, des fois t'en as qui vont dire, ils lancent des bruits parce qu'ils sont jaloux d'un tel. Eux-mêmes savent pas vraiment ce qu'ils disent, mais ils disent ouais lui il charge, c'est sûr. On sait rien du tout, mais les bruits de couloir en athlète, il y en a tout le temps. Là, il y a X noms où il y a pas longtemps, là, j'étais surpris. Je reçois je crois que c'est même sur Messenger, tu vois le truc déjà, tu te dis bon, sur Facebook quoi. Vous avez vu les perfs de machin, c'est sûr il est dopé. Juste parce qu'un athlète venait faire des perfs, tu vois, les gens ils te sortent ça, ils savent même pas de quoi ils parlent, tu vois. Mais oui, les bruits de couloir, il y en a plein. Les bruits de couloir, ça aide toujours, parce qu'on dit il n'y a pas de fumée sans feu, mais quand même en général, c'est que les gens vraiment du milieu, les gens crédibles, tu vois, tu t'écoutes pas le premier pimpin qui vient, mais un athlète que tu connais, qui est très fort, et qui te dit moi en stage j'ai vu ça, c'est bizarre. Tout de suite ça te met la puce à l'oreille et tu te dis voilà, ça c'est un dossier, faut suivre et je pense qu'il faut s'y intéresser. Mais c'est que ça en fait. De toute façon les infos tu les sortiras que avec des infos comme ça de sous-main, hein. C'est que de la ça marche que comme ça. C'est rarement c'est jamais la FLD qui va t'appeler pour dire allô, bonjour, alors on a un contrôle positif, si vous voulez vous pouvez le publier. Donc c'est que des histoires comme ça et effectivement il y a plein, là je pourrais te mettre une liste si tu veux, d'athlètes que selon moi il y a sûrement problématique.
on la met, on la garde et puis tu la déplieras le jour où peut-être que ça sort. Mais tu vois, c'est tant que tu peux pas écrire quelque chose sur quelqu'un tant que t'as pas tous les faisceaux et toutes les infos. Ce serait trop facile, sinon ce serait n'importe quoi. On met les discrédits sur n'importe qui parce qu'on m'a dit que. Donc là, moi, si tu en off, je pourrais te dire, moi tel athlète, j'y crois pas. Par contre, j'ai pas les moyens, j'ai pas les infos pour l'instant nécessaires pour écrire dessus, donc je l'écris pas. Par contre, le jour où je peux, je l'écris, ça, c'est sûr. Et après, on voit. Et c'est quoi actuellement, on parle de microdosage, c'est quoi les trucs tendance là en athlète Tu connais ça? Ouais, si j'avais toutes les réponses, on les aurait. Je pense que si les agences avaient les réponses. Enfin, ils se dopent plus à l'EPO comme à l'ancienne, c'est plus possible. Bah, en fait, c'est ça. Oui, mais par microdosage. Oui, en fait, c'est plutôt ça. En fait, c'est que l'EPO. Ouais, on a toujours l'impression que c'est le truc en fait, on a toujours cette image entre nous du cyclisme, Tour de France, l'EPO, Björn Ries, Monsieur 60%, machin, que c'était un peu les grosses doses de l'époque. C'est plus ça. Mais c'est quand même toujours un peu ça, c'est toujours l'EPO comme le produit phare, on dit toujours ah ouais non mais c'est toujours l'EPO, mais effectivement, ou des dérivés de l'EPO si tu veux, c'est de l'EPO, juste qu'il y a c'est le même concept, c'est juste que la molécule n'est pas la même, ce qui fait qu'elle n'est pas reconnue dans les contrôles, il y a beaucoup ça, mais c'est beaucoup effectivement comme tu dis du microdosage, où en fait les gens ils sont juste, c'est tellement bien suivis, qu'en fait leur passeport si tu veux il est linéaire, sanguin et on ne voit pas, et quand il y a un contrôle ils sont toujours à la limite mais ils sont jamais pris. Il y a ça, beaucoup l'hormone de croissance, le problème de l'hormone de croissance c'est que c'est très dur à détecter. C'est une fenêtre de 6-7 heures, donc en gros, si tu as bien compris, entre les contrôles peuvent être faits entre 5 heures et 23 heures, bah, si tu le prends au bon moment, tu n'es jamais quasiment détectable. C'est pour ça qu'ils ont créé un nouveau passeport, donc tu as un passeport sanguin, donc ça c'est pour les analyses sanguines, mais tu as des passeports endocriniens et stéroïdiens, justement pour essayer de voir sur d'autres paramètres, à la longue, si ça fluctue trop, on peut se dire, ah tiens, peut-être qu'il y a un problème d'hormone de croissance ou pas. Donc il y a ça, mais donc les gens parlent beaucoup de ça, et après tu as tout ce mythe un peu du dopage génétique, qui existe parce que c'est possible techniquement, avec tout ce qu'ils ont fait sur l'ARN messager et tout, tu peux venir modifier quelqu'un génétiquement. Il n'y a jamais de cas qui est sorti officiellement, quelqu'un a été pris à ça. Ils te disent qu'ils peuvent faire, l'Agence mondiale antidopage te dit qu'ils peuvent faire les contrôles pour détecter ça, sauf que c'est des trucs qui coûtent très cher, donc tu les fais pas à chaque fois, donc en fait il faut les faire quand tu penses que, mais donc c'est un peu, tu vois, ça se trouve ils pensent pas que celui-là le fait. Donc, tu peux imaginer que sur les gros c'est fait. C'est techniquement possible, après est-ce que certains le font, on sait pas. Et après, t'as toujours des trucs un peu... On dit toujours, t'as plein de fantasmes, il y a plein de nouveaux produits, tout ça. C'est souvent les mêmes produits, c'est juste que c'est juste un peu des dérivés qui sont pas reconnus dans les tests, parce que en fait, c'est comme si tu faisais une sorte de copie, une copie mais pas exactement la même, et donc le test il est fait pour toper cette copie-là, il a pas l'autre, bon voilà, et ça passe. Mais bon, c'est de moins en moins le cas, mais effectivement, quand tu vois le nombre de sportifs et le nombre de tests positifs, il y en a très peu, la marge te dit qu'il y a des erreurs quelque part. C'est obligatoirement, il y a des gens qui trichent et qui sont pas pris, ça c'est sûr. Il y a des estimations, le nombre d'athlètes potentiellement il y a des études dopés. des fois qui sortent où ils font des sondages sur des anciens athlètes, anonymes, où ils disent est-ce que vous êtes dopé, et les gens disent oui, et le taux de prévalence, je crois que c'est au moins 10%, un truc comme ça. Je crois que c'est plus même. Et alors que le taux de positif, il est à 1% en moyenne. Tu dis qu'on en perd un peu dans la savane là, mais c'est sûr. De toute façon, c'est sûr que dans les perfs que vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui se dopent. De toute façon, le dopage est consubstantiel au haut niveau. Bien sûr. C'est pas qu'en athlète. Ah non, c'est clairement pas qu'en athlète. En fait, l'athlète, on a toujours ciblé beaucoup l'athlète et le cyclisme, encore plus le cyclisme. Je pense qu'ils en souffrent beaucoup, parce qu'en fait, à la base, c'est là où les gens cherchent. Chercher en tout cas. Donc, si tu cherches, tu trouves forcément un petit peu. Donc, en athlète, là, on a la chance dans ce sport-là, c'est que maintenant il y a l'AIU, donc l'autorité d'intégrité de l'athlétisme, qui est un organe indépendant de la Fédération internationale, ce qui est le cas maintenant dans tous les sports, parce que avec tous les scandales qu'il y a eu, en gros les fédés qui cachaient des trucs et tout, ils ont essayé de rendre ça à peu près propre. Donc c'est un organe indépendant qui est financé aussi par la Fédération internationale d'athlètes, mais ils bossent quand même de leur côté, on peut être assez confiant sur le fait qu'ils font le boulot qu'ils peuvent faire. Et eux, ils ont beaucoup de résultats, tu vois. En athlète, on a des cas de dopage, tu allumes Twitter, toutes les semaines, un tel est pris, un tel est suspendu, ça bosse, tu vois. Des gros poissons se font attraper. Donc tu peux imaginer que le travail mis en place, surtout au Kenya et tout, il est hyper quali, tu vois. Donc, et d'ailleurs, Jimmy Gracie, elle te le dit bien, il dit moi j'ai pu gagner une médaille d'or parce qu'il y a moins de dopés, moi j'ai progressé mais il y a moins de dopés. Donc ça fait qu'à la fin, tu vois, tu t'égalises. Un truc il y a 15 ans, un mec arrivait, se faisait arracher parce que dans la course, on peut supposer qu'il y avait des mecs qui trichaient, ou des filles. Et ça a été avéré à Londres, tous les retests de plein de contrôles, le 1500 féminin de Londres, la finale de Londres 2012 au JO. J'ai pas le chiffre exact, mais sur les 12 filles, il y en a 6 ou 7 qui ont été suspendues depuis, tu vois, donc ça n'a aucun sens, tu vois, tu te dis bon. Donc là, je pense qu'il y a du bon travail, pas dans tous les sports. Tu vois, en athlète, pour le coup, ça bosse plutôt bien. Il y a sûrement encore des brebis galeuses qui passent à travers les mailles du filet, mais par rapport à d'autres sports, tu sens quand même qu'il y a du taf. Et en 2 mots, ton avis sur les no-shows? Là, faut préciser, on peut être suspendu pour no-show et ne pas être dopé, même. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, on dit no-show parce que c'est le raccourci.
Là, normalement, c'est le vrai terme, c'est des manquements aux obligations de localisation. Mais c'est un truc très compliqué, à la fois très simple et très compliqué. Tu peux être, en gros, je la fais courte, mais j'essaie de résumer parce que c'est assez compliqué. Quand tu es athlète de haut niveau, tu rentres sur des groupes qu'on appelle cibles. C'est-à-dire que tu es censé tous les jours donner un créneau d'1 heure entre 5h du matin et 23h pour être contrôlé. C'est-à-dire que tous les jours, il faut que sur l'appli, l'Agence française antidopage puisse savoir, Romain Deneux, il est où aujourd'hui, à quelle heure je peux venir le contrôler parce que j'ai envie de le contrôler. Ouais. Donc ça, c'est la règle. Si tu n'es pas présent ou dispo sur le créneau que tu as choisi, c'est-à-dire de 7h à 8h par exemple pour toi, si tu as envie de te contrôler le matin, c'est-à-dire si le contrôleur est venu, il t'a pas trouvé, il n'a pas trouvé l'endroit où tu habites, il a sonné, ça n'a pas répondu, tu prends un manquement. Au bout de 3, en 12 mois, ciao, 2 ans de suspension. Mais ces manquements-là, tu peux aussi te faire prendre des manquements parce que dans la règle, tu dois aussi anticiper, remplir tes trimestres. Tous les trimestres, tu dois envoyer ton trimestre prochain pour dire je serai là tel jour, en avance, tu vois. Ouais. Je pars en stage telle date, je serai en compète telle date. Le 15 pour le trimestre d'après. Donc le 15 décembre, tu dois envoyer ça au dernier délai du 1er janvier à fin mars. Tu vois. Ça peut être un peu, tu vois, si tu fais pas ça, un manquement. Si sur ce truc que tu as envoyé, tu t'es trompé, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de changer. Ouais. Et s'ils considèrent que tu changes trop de fois, trop tard le soir, en m'imaginant le soir, je suis à Marseille. J'ai dit que j'étais à Marseille, mais finalement, je suis à Paris en fait. Bon, ça va une fois, t'expliques un peu pourquoi, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, ils disent, mais il se fout de notre gueule, lui, il est en train de jouer. Si tu as changé et qu'ils trouvent que tu as changé trop de fois, ils vont te demander expliquez-moi pourquoi vous avez changé. Là, tu n'arrives pas à expliquer, tu veux prendre un manquement. Tu vois, après, il y a plein de petits trucs comme ça, de petits dosages. Et dans ces trucs-là, c'est pareil, c'est toujours l'interprétation. Un organe comme l'AEU est très très sévère avec ça. Tu as changé le soir pour le lendemain, une fois, la deuxième fois, on te dit pourquoi vous avez changé. Là, tu dis je sais pas, faut changer. Même si le mec est pas venu. Ah oui, bien sûr. Si ok. Tu sais, il y a des mecs là, il y a des mecs, ils ont déjà pris des manquements juste parce que, je citerai pas le nom de l'athlète, mais un athlète, ils viennent contrôler un athlète à l'INSEP, dans une chambre, ils tombent sur un athlète, et ils voient un autre athlète dans la chambre, parce qu'ils sont potes. Oui, je connais cette histoire. Ils regardent, ils disent, mais toi, t'es pas censé être là, t'es pas censé être en France. Oui. Le mec, il est là devant eux, hein. T'es pas censé être en France, ton ADAM, c'est mal rempli, l'ADAM, c'est le logiciel, okay. T'as une faute, en fait, techniquement, t'as mal rempli, manquement, le mec est devant lui. Hein. Tu vois, c'est pas, en fait, il n'y a pas que je ne peux pas te contrôler. Le but, c'est de pouvoir te contrôler dans les meilleures conditions. Mais le truc, c'est que si je suis pas là le jour-là et que je te vois pas, je crois que tu es aux États-Unis ou en Italie et que je veux venir te contrôler, tu n'y es pas. Donc c'est un manquement, c'est une erreur. Tu dois toujours dire où tu es. Donc tu vois, après, il y a plein de petits paramètres comme ça où tu peux jouer. Et donc selon les agences, que ce soit la FLD ou la EU, parce que selon le niveau que tu as, tu es sur l'une ou l'autre, ils sont plus ou moins, entre guillemets, sympas avec la règle. Il y en a, ils vont être un peu moins regardants, ils vont venir t'expliquer. C'est pas bien, toi là t'étais pas disponible, genre pas sur les créneaux mais sur les trucs t'as mal rempli ton truc, tu devrais faire plus attention, les autres ils ont dit t'as pas rempli et terminé. Et Vincent Louis, il m'expliquait que lui, il a été sur le programme Adams à 16 ans, qu'à l'époque c'était papier, il fallait l'envoyer par courrier et tout, il me disait à 16 ans c'est compliqué, t'as rendez-vous chez une gonzesse un soir, bien sûr. Ah non mais la vie, je peux comprendre quand ils disent on est fliqué et tout, mais en fait tu passes que par là, parce qu'en fait c'est toujours pareil, les mecs vont dire ouais on est fliqué et tout, ouais mais pendant que vous sentez fliqué et vous trichez pas, donc vous avez une vision des gars. Ah, vous faites chier, en gros, moi je suis chez moi, je fais rien à mal. Ouais, parce que pendant ce temps-là, il y en a, ils essaient de tricher. En fait, t'es obligé de passer par là. Et tu sais que là, ils veulent pousser plus loin le truc. Idéalement, ils voudraient qu'en fait, et ça arrangerait plein de choses, que là, l'excuse qu'on entend souvent, c'est l'application elle est compliquée. C'est vrai que c'est pas la meilleure application du monde, elle est un peu lourde, tu vois, à manipuler pour changer tes trucs, changer du jour au lendemain, machin, c'est un peu chiant. Bientôt, ils aimeraient bien installer un truc, c'est géolocalisable. Ton téléphone, il est géolocalisé, ils sont dedans et saboutés en fait. Oui, c'est pas vrai, toi. Donc, tu vois, d'un côté, quand tu penses, les mecs seraient plus suivis que des gens recherchés pour grand banditisme ou des trucs comme ça. Imagine, on peut te filtrer tout le temps ton téléphone. C'est un peu liberticide, tu vois, c'est un peu bizarre. Donc, mais en général, les athlètes propres et tout, ils te disent, mais nous, tant qu'on peut prouver que ça peut permettre de prouver qu'on est propre et que ça peut arrêter les tricheurs. Franchement, all-in, ok, c'est des contraintes. Parce que tu le vois quand tu traînes avec des athlètes, des fois, ah putain, j'ai pas changé ma log, t'es le mec complètement de bonne foi. Bah, tu peux le voir ici, tu as le marathon de Paris, t'arrives, imaginons cet hôtel-là, il n'y a plus de place. Parce que des fois, il n'y a plus de place aux hôtels. Et en fait, on te change d'hôtel, ça arrive plein de fois dans les meetings. Finalement, t'as l'autre hôtel, toi dans ta tête, t'es à cet hôtel-là, t'oublies que tu devais changer. Ils viennent à l'hôtel le matin, ah, monsieur Donneux, il est pas là? Bah non, bah, il a changé d'hôtel. Ah bah merde, bah, manquement, tu vois. Ouais. Et si tu sois un peu négligent, moi, je pourrais négligent, dans ce cas-là, tu vois. Tu peux, mais c'est pour ça qu'il y en a 3. Tu peux être négligent une fois, les gens ils te diront toujours, tu t'en parles avec ceux qui trichent pas. Je suis pas là pour dire il y en a qui trichent pas, je sais qui c'est, mais bon, il y en a que tu côtoies, tu peux supposer que, ils vont te dire, ouais, quand t'en as 3, franchement, soit t'es un peu un abruti, excusez-moi du terme, c'est que t'as vraiment du mal à t'organiser, bon, faut pas exagérer, tu vois, t'es quand même capable de t'organiser, soit c'est que tu triches. Il y a pas trop de. Tu vois, c'est pour ça qu'il y en a 3.
Valentin Gandois me disait qu'Étienne Daguinos avait acheté un système de sonnette qui sonne sur son smartphone pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de sonnette. Ouais, parce que la sonnette, c'est un peu la grande peur et à la fois le grand sketch de tous les trucs. Parce que X fois, il y a eu des histoires où le mec disait j'ai pas entendu la sonnette marchait pas. Ça fait beaucoup de sonnettes qui marchent pas dans le monde du sport en général. Et ça arrivait plein de fois. Mais tu peux ne pas l'entendre. Et effectivement, tu peux ne pas entendre, tu peux avoir des trucs et c'est pour ça qu'ils ont raison et ça leur fait peur. Donc peut-être là, ça montre qu'ils ont vraiment envie de montrer qu'ils sont, qu'ils sont propres parce qu'ils veulent faire tout. En gros, l'agence, elle le voit. Hein. Si tu mets tout en place pour être vu, être contrôlé, ils savent que t'es de bonne foi, ça se voit, tu vois. Donc le coup de la sonnette, oui, des fois ils flippent et tout, mais si tu fais ça, c'est que t'es dans la bonne démarche. Mais effectivement, il y a plein d'histoires où les gars disent on a sonné, j'ai pas entendu, donc je me suis pas réveillé, donc j'ai pas eu de manquement. J'ai pas répondu. À d'autres. Une dernière question que je pose à tout le monde. Quelle est selon toi la discipline la plus dure en athlète? C'est dur. Il y a un peu la discipline reine, j'ai envie de dire le 1500, parce que c'est toujours un peu t'es un peu au carrefour de tout, tu vois, de la vitesse, de l'aérobie, machin. Mais j'ai l'impression que dans l'effort, quand tu vois le marathon, moi j'en ai jamais fait, hein, mais quand tu vois, moi, ce qui m'a donné envie, c'est en voyant des gens, je me rappelle, je disais, je ferai jamais de marathon, et je voyais des gens vomir, je me rappelle, sur des lignes d'arrivée. Je me suis dit, putain, ça me donne envie d'essayer. Ah ouais, moi je trouve la préparation, ils te diront tous, hein, ceux qui sont passés par la piste et par le marathon, hein, Johan Durand, ceux qui sont montés, qui arrivent vachement bien à vulgariser tout ça. Il n'y a pas plus dur de préparer du 15, du 5000 aussi, c'est hard, parce que le 5000 c'est une allure vraiment bâtarde où tu pendant 12 tours et demi, tu te mets, t'es à la ça. VMA quoi. Ouais, t'es à ça. Tu vas un poil plus vite, t'exploses, tu vas un poil moins vite, tu fais pas ton chrono. Ça, il n'y a pas plus dur pour préparer. Les spé sur la piste, il n'y a pas plus dur. Donc, je te dirais, en gros, en termes de trucs, préparer 15 ou 5000, je pense que c'est plus dur. Le marathon, c'est plus la préparation, ils te disent tout, c'est génial. Ils kiffent tous, j'ai l'impression, c'est génial. Par contre, le jour du marathon, je pense que les 10 derniers kilos, t'en chies vraiment comme t'en chies rarement, je pense, dans d'autres disciplines. Parce que ça dure longtemps, en fait, c'est sur ça. T'as plein d'athlètes, ils disent le 800, c'est le truc le plus lactique. Effectivement, t'as l'élastique aux oreilles, ça dure 300 mètres. Ouais. Donc, c'est une horreur sur le coup. Et c'est pas long. Le marathon, je pense que tu peux vraiment avoir mal au cul pendant un petit moment. Ça en fait que ça devient un truc vraiment très très compliqué quoi. Je rebondis sur ton interview avec Vincent Louis et Baptiste Chassagne, ils nous en parlent de ça, de cet état après un Ironman, c'est intéressant là. Bah ouais, c'est hyper intéressant où tu vois qu'ils sont dans des sphères, le cerveau il est plus là quoi. Vincent il dit après son Ironman, il dit je sais même plus comment je m'appelle. Il te dit pas ça pour faire la punchline, il t'explique là dans l'interview, il explique que le soir, il rentre chez lui, je sais pas s'il est chez lui ou peut-être à l'hôtel mais il est sur le canapé, il est 20h, il dit j'ai envie de pisser. Il se pisse dessus. Il se pisse dessus parce qu'il peut pas se retenir. Ouais. Il a plus la force de se retenir. Tu vois, le cerveau connecte plus avec le corps en mode ça marche pas quoi. Je peux pas. Mon cerveau dit stop, mais mon corps ne suit pas. Si, une dernière question, pardon. Est-ce que le problème de la presse papier, tu vois là regarde, on parle depuis je sais pas combien de temps, on peut rentrer dans le fond des choses. Tu vois l'interview avec Baptiste Chassagne et Vincent Louis, c'est hyper intéressant, mais au final. On aurait envie de lire 50 pages d'interview. Est-ce que des fois, tu n'es pas frustré de ne pas pouvoir aller plus loin? Déjà là, pour le coup, l'interview, c'est dans l'équipe Mag qui a l'habitude de faire des longs formats. Donc déjà, c'est beaucoup plus long que ce que nous, on fait dans le journal de l'équipe, tu vois, papier ou le site. Mais si, plein de fois, il y a des frustrations. Après, il faut être capable de... C'est bien le temps long, mais il faut quand même structurer. Il faut quand même que ça soit cadré. Effectivement, on aimerait bien des fois avoir plus de temps. Des fois, c'est vrai que tu as des papiers où tu te dis... Tu vois que les gens, dans les commentaires et tout, n'ont pas forcément compris. Tu te dis, si j'avais eu plus de place, plus de place, avec plus de... Tu vois, de signes pour écrire, j'aurais pu mieux expliquer. Donc effectivement, des fois, c'est un peu chiant. Mais bon, un journal, ça fait, tu vois, c'est les pages, c'est comme ça. Il y a moins en moins de pages parce qu'on publie moins en moins de pages parce que mais là, cet article en question, il est hyper visuel. Est-ce qu'il fallait pas mettre moins de photos, plus de texte? Ouais, voilà, non, c'est monté comme ça parce qu'ils veulent. Voulu. Ouais, l'objet aussi est beau. Tu vois, le but c'est que ça soit aussi. Mais effectivement, typiquement, ce thème-là avec ces gars-là. Ça aurait évolué aussi un podcast. Idéalement, on leur met des micros et on sort le truc. On fait une version comme ça pour le mag où on a un peu, remis, trié les réponses et un peu coupé les réponses. Et idéalement, c'est vrai que tu fais un podcast filmé où tu mets les deux. Ça marchait très bien, je suis d'accord avec toi. C'est des sujets comme ça, tu peux les entendre parler pendant des heures. Oui, des fois, ça peut être frustrant. Mais d'un côté, mon métier, c'est ça aussi. Journaliste, c'est cibler, couper, choisir, faire des choix. Tu vois, c'est que ça. C'est pas juste on ouvre le micro et puis tu vois. Là, typiquement, l'interview, tu as peut-être posé 20 questions et tu en as gardé 8. Ouais. Après, on va dire, ou c'est peut-être les mêmes questions, mais j'ai coupé les réponses. Ok, là, c'est pas brut quoi. Quasiment. Il y a plein de passages qui sont bruts qu'on voit, ils relancent de lui-même, ils se coupent entre eux. Donc ça tu laisses parce que c'est hyper vivant et c'est hyper agréable. Mais il y a des moments où, par exemple, Vincent va répondre une réponse, t'enlèves un petit peu parce que par faute de place, pas parce que ce qu'il dit c'est moins bien ou machin, c'est juste qu'il faut que ça rentre, donc tu laisses le message le plus fort et tu t'enlèves des fois des petits trucs et des petites phrases en plus qui sont très bien si tu les avais à l'oral, mais à l'écrit ça rend moins bien et tout. Donc ça, les gens, après, il faut que les gens comprennent ça, et des fois les sportifs sont pris un peu leur propre jeu en disant t'as pas tout mis ou t'as coupé. Non, justement, faut faire attention à ça, faut pas que le message soit différent.
Ouais. Si le message est le même, c'est juste que tu as coupé la phrase à la fin parce que c'était trop long, tu as enlevé une phrase, c'est pas grave, tant que ça change rien. Par contre, faut pas commencer à prendre une phrase et en mettre une autre. L'interview, c'est exactement tout ce qu'ils ont dit, sauf peut-être qu'à un moment, il va peut-être rajouter une phrase à la fin. Pour le coup, elle est un peu hors contexte, elle colle un peu moins bien, tu l'enlèves parce que aussi tu as un nombre de signes à respecter, tu vois, et c'est pas. J'écris pas un bouquin sur eux, tu vois. Ouais. Et d'un point de vue pratique, j'en sais rien, s'il dit putain tous les 2 mots, tu l'enlèves ou tu le coupes? Tu peux peut-être l'enlever, tu peux le laisser une fois selon la phrase et que des fois ça peut rendre quelque chose dans le texte. Putain, pas forcément, mais tu vois, Vincent pour le coup il est vraiment c'est un peu là ma punchline, tu vois, il sort des punchlines assez marrantes. Son truc sur moi je préfère m'entraîner que faire des morpions, tu vois. Ouais. Bah, tu vois, ça c'est top et tu la mets. Mais oui, des fois le but de l'interview quand tu la retranscris, des fois il faut un peu épurer, tu changes absolument pas les propos. Mais par exemple un mec une femme qui fait une phrase non française, bah tu vas pas écrire une phrase non française, tu vois, donc tu rectifies, tu changes un petit peu. Mais ouais, tu réécris pas ce qu'ils disent. Et Jacob, tu vas le faire en anglais? Ouais, Jacob c'est que en anglais, oui, je parle pas norvégien. Et tu parles anglais? Bah oui, on a un anglais de base, tu vois, déjà plus ou moins bien selon les niveaux. Chez nous, on a des gens qui parlent très 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 bien, parce que selon leur parcours, plus ou moins bien. Après, ce qui est facile avec les athlètes qui sont non anglophones, c'est que leur anglais est assez simple, tu vois, c'est très scolaire, c'est scolaire, donc c'est très très simple. Les Scandinaves et tout, ils parlent très bien un anglais facile, donc oui, ça sera que en anglais. Mais ils se débrouillent très très bien. T'as des athlètes où on a déjà fait, nous, Marcel Jacobs, l'italien, qui est en anglais, c'est pas qu'il est pas ouf, c'est qu'il aime pas trop parler anglais. En fait, il te donne rien. Il va essayer de répondre oui, non, machin. Donc quand c'était comme ça, on avait fait venir un collègue qui parle italien, et là, tout de suite, t'as du contenu génial, tu vois, en langue pure. Jacob, c'est pas son cas, il parle bien anglais, donc bon, c'est fluide, mais des fois, t'as intérêt à d'avoir un natif de la même langue pour traduire, parce que c'est beaucoup mieux. T'as plein d'athlètes comme ça où tu perds ils sont obligés de parler en anglais, ils disent 10% de ce qu'ils pourraient dire, et c'est hyper frustrant pour toi comme pour eux, donc ouais. Bon, merci beaucoup Romain, c'était hyper intéressant. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.